te dire, j'ai déjà joué dans un club où il y avait des Hells Angels dans les années 80, puis qui se calissaient de moi pas mal, puis que je chantais n'importe quoi, puis il y avait personne qui m'écoutait. C'était comme... Juste avant que l'album Miserere sorte, en 97, je réfléchissais avec ma femme, puis je disais, écoute, c'est l'album du ça passe ou ça casse, sinon je vais retourner à l'université, tu sais. Okay. Et puis ça a passé, écoute, on a vendu 250 000 copies, c'est ça qu'on célèbre cette année d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis l'année d'après est arrivé Notre-Dame de Paris. Puis là, ben, ça a été... sur l'espace de 2 ans, tout le reste de ma vie s'est joué. Faut pas rester accroché à ça, mais il faut apprendre. Moi, je me suis fait fourrer une fois ou deux dans le métier par du monde qui m'ont pas payé, du monde qui m'ont, tu sais, un contrat que j'ai signé que j'ai pas bien analysé, mais j'étais allé jouer un peu partout dans le monde. Puis à chaque fois, j'étais allé au Liban, tu sais, puis à chaque fois, j'étais comme, il y aura personne, il y aura pas un chat. Il va y avoir 100 personnes dans une salle de 1500, genre. Puis non, c'était sold out. Mais il y a ça de beau dans une carrière qui dure longtemps. Moi, ça fait 40 ans. Fait que quand ça dure longtemps, tu vas avoir toutes sortes de hauts puis de bas. Puis à des moments où tu t'en attendras pas, bang, il y a de quoi qui va popper, puis que tu vas avoir un gros succès. Puis je suis en train de vivre ça en ce moment, puis j'en reviens juste pas. Je suis comme tellement, moi, reconnaissant là, de ce qui m'arrive. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Geraldin, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant qu'on commence ce podcast là, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à mes commanditaires et j'ai nommé encore une fois procafetière.ca et les cafetières Bellucci, fait qu'un gros merci à Bellucci de commanditer ce podcast là. Si vous savez pas c'est quoi ces types de cafetières là, c'est vraiment une marque qui est de top qualité, c'est la Mercedes des cafetières. Tu sais, si vous voulez vous pogner une cafetière parce que vous êtes tanné d'en acheter puis d'en racheter parce qu'ils finissent tout le temps par casser puis vous donner de la petite café qui goûte le cul. Ben, pognez-vous une Bellucci parce que eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment des très bonnes cafetières. Puis si vous êtes pour vous en acheter une, faites-les, allez vous l'acheter au procafetière.ca. Si vous n'êtes pas sur leur site ou si vous voulez l'acheter en personne, allez le faire à leur boutique à Varennes. En plus d'être super sympathique. Ils sont très efficaces, ils savent de quoi ils parlent, c'est vraiment les experts en café. Il y a plein de types de café, il y a toutes les saveurs possibles. Si vous avez des questions, Benoît, ça va vous faire plaisir de vous répondre. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le chanteur Bruno Pelletier, man. Hey, j'étais tellement content de l'avoir sur le podcast. Vous allez voir, le Bruno Pelletier, man. Il est fucking cool, esti. Il est vraiment très gentil, très humble. On a parlé de son parcours qui était, je savais pas, mais qui a été quand même très long avant qu'il y ait du succès. Puis les hauts puis les bas, bref, ça a vraiment été un très bon podcast. Puis Chris, qui s'aurait entendu que le gars qui chante le temps des cathédrales, il tripe sa UFC, man. Sa UFC, on en a parlé pendant un bon 10 minutes. En tout cas, vraiment très cool, Bruno Pelletier, un gros merci. Puis juste avant que je vous laisse écouter ça, tout le monde, j'aimerais rappeler, si vous voulez m'encourager, bien important de le faire, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. En plus de voir le podcast d'avance, tous les podcasts d'avance, c'est pas cher, il y a plein de forfaits, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, ça fait pas une grosse différence, puis pour moi, ça fait toute la différence. Et si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez toujours le faire aussi en vous abonnant sur ma chaîne YouTube. C'est tout le temps super apprécié. Laissez un petit thumbs up. Écrivez dans les commentaires le temps des cathédrales. Ça va être drôle, puis ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me voir en spectacle. Je vais faire mon show Maturisé le 25 avril à Warwick et le 14 juin à Bécomo. Les billets sont disponibles au jeralain.com. Ou sinon, encore une fois, merci à Bruno Pelletier. Merci aux cafetières Bellucci, à procafetière.ca de me supporter là-dedans. Merci tout le monde, des Patreons, Bruno Pelletier, c'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao!
Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Premièrement, j'aimerais commencer en disant un gros merci à notre commanditaire, procafetière.ca. Un gros merci. Et cette semaine, je suis très honoré de le recevoir. Celui qui a fait rayonner sa voix partout dans la francophonie. Une vraie fierté du Québec. Le chanteur Bruno Pelletier. Un gros merci. Joe. Merci beaucoup d'être là. Je suis tellement content. T'as de l'air très... à bonne franquette, toi aussi. Oui. Depuis que t'es arrivé, là, t'as de l'air de zéro. J'arrive seul, first. Sans ton garde du corps. Le monde, il pense toujours des fois qu'on a un entourage. Non, en général, je dis souvent à mes attachés de presse, mon monde, parce que ça prend quand même du monde autour de nous autres qui nous aide à booker, justement, des événements. Mais... Et puis, ici, t'as pas besoin de je pense de passer par quelqu'un, en tout cas de ma gang, qui me dit telle heure, telle date, ça marche avec Jer, ok, parfait. Mais souvent, ils me le demandent, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Très souvent, moi, je suis souvent tout seul, parce que j'aime ça. J'aime ça, ce que ça crée dès le départ, avec quelqu'un. Avec l'humain que tu vas rencontrer. Comme toi, je te rencontre pas, je te connais pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit, là. La façon, le premier contact qu'on fait va... quand il y a un entourage, il y a comme une barrière. Il y a quelque chose qui existe. C'est très fort en Europe et aux États-Unis, ça. Mais c'est très glamour. Ça fait plus glam. Des fois, t'as pas le choix d'avoir du monde avec toi. Mais moi, en général, je suis pas mal souvent seul. Puis ça crée un lien assez rapide avec les gens. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, je te parlais un peu de ma carrière humoristique avant qu'on enregistre. Puis tu me disais que tu connectais déjà beaucoup avec ça parce que tu dis toi aussi, il a fallu que tu passes par un autre chemin. Ben, en fait, c'est que quand tu m'as parlé de ta propre carrière, qui était autodidacte, un peu seul, self-made man, qu'on dit là, souvent, ben moi, je me reconnais là-dedans. Je veux dire, aussitôt que je rencontre des gens qui... Aujourd'hui, je travaille, ça va arriver que je travaille avec des grosses boîtes et tout, mais je veux dire, moi, je suis un gars qui a commencé avec une petite compagnie de disques et j'étais à peu près le seul artiste qui était là. Et puis, on a engagé après des satellites autour de nous, comme des agents de com, puis des trackers de pistes audio pour tes singles qui vont aller à la radio, tout ça. Mais on engageait des gens à la pièce, mais la maison de disques, c'était 2 personnes, puis il y avait moi. Tu sais, je veux dire, Est-ce que c'est disques artistes? Oui, les disques artistes. Okay. Et le fondateur, Paul Lévesque, est décédé en 2020. Et donc, moi, j'ai travaillé 30 ans avec Paul. Donc, on était coproducteurs ensemble, on était coéditeurs de mes chansons. On a mangé les croûtes, puis on a bavé, puis on a eu des highs ensemble. Fait qu'au bout de 30 ans, quand il est parti, il est décédé, ça a été un gros morceau de ma vie qui partait en même temps. Et donc, je continue à travailler avec les disques artistes parce que c'est son ex-femme qui a récupéré la compagnie de disques par testament. Et on travaille ensemble conjointement sur mes projets de toute façon parce qu'elle est dans le monde de la musique aussi. Mais ça demeure que je me considère un self-made man, moi aussi. Puis quand je rencontre quelqu'un comme toi, je pose beaucoup de questions. Comment ça se passe dans ton milieu? Patreon, c'est quoi ça? Patreon, qu'est-ce que c'est? Comment tu procèdes? Parce que c'est aussi... Toi, t'es plus jeune que moi. Il y a toute une nouvelle façon de se... On va dire... de faire en sorte qu'on gagne notre vie maintenant avec soit la musique, soit des podcasts, soit de la vidéo, peu importe. C'est ça. C'est tout nouveau depuis, je dirais... Ça fait 20 ans que l'Internet a tout bousculé, mais disons que des gens en font un métier où ils peuvent gagner leur vie d'une façon différente que ce que moi j'ai connu à l'époque. C'est relativement nouveau. Ça fait peut-être entre 5 et 10 ans que les podcasts existent, que les gens vont aller chercher des commanditaires parce qu'ils sont des influenceurs ou peu importe. Moi, j'ai pas connu ça. Je suis arrivé par un autre chemin. Et puis, old school, comme on dit. La couleur de mes cheveux le dit. Comment tu vois ça? De quel œil tu vois ça, justement? L'arrivée de toutes ces nouvelles technologies-là qui arrivent, que ce soit les YouTube ou les Spotify ou... C'est formidable et dramatique à la fois. C'est formidable parce que je vais parler pour ma gang, les musiciens, les chanteurs. Formidable dans le sens où si tu as du talent, tu vas pouvoir l'exposer beaucoup plus facilement que quand moi j'étais jeune puis qu'on essayait de trouver absolument une compagnie de disques qui allait t'amener en studio pour te faire découvrir. Aujourd'hui, si tu as du talent,
puis les bons programmes dans ton ordinateur, puis tu sais comment t'y prendre, tu vas être capable de faire des choses de qualité chez toi et tu vas peut-être te faire découvrir et qui sait, tu peux devenir une vedette même internationale. Ça, c'est le beau côté de ce que tout l'Internet depuis 20-25 ans a apporté. Le côté plus difficile, je trouve, c'est vraiment, puis je veux pas tomber dans un débat technique, t'en fais pas, mais c'est au niveau de la protection des droits. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la musique est pratiquement donnée. Tout le monde donne son contenu et qui en bénéficie? C'est des multinationales, les Meta de ce monde et compagnie. Ouais. Et c'est drôle parce que comment on nous a vendu l'Internet il y a plus de 20 ans, quand c'est arrivé, c'était pour démocratiser, justement... le pouvoir des grosses compagnies. Exactement, de faire en sorte que ça soit plus entre les mains des Sony de ce monde, des Warner de ce monde, des EMI de ce monde. C'était, maintenant, toi, si tu as du talent, tu vas être capable de faire ta promotion, tu vas être capable de te montrer, tu vas être capable faire ton chemin. Puis en bout de ligne, 20 ans plus tard, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a transféré des grosses compagnies à d'autres grosses compagnies, d'autres grosses compagnies qui engrangent l'ensemble des revenus, puis les artistes comme tels reçoivent pas grand-chose. Voilà. C'est ça. Donc, c'est extraordinaire et fou à la fois. Et donc, on va jongler avec ça jusqu'à temps qu'il y ait des espèces de lois qui vont un peu mieux régir le Far West qui est le web, je te dirais. Ouais. Toi, comment... Trop sérieux, là? Non, non. Tu m'as posé la question, alors j'y vais. Comme je t'ai dit, c'est très à bonne franquette, le site, là. Puis je suis très content de ta réponse. Puis c'est ça, comment tout ça a commencé, tu sais, avant même que tu fasses de la musique, parce que tout à l'heure, c'est ça, on se jasait un petit peu, tu checkais GSP en arrière. Ouais, GSP. Puis là, je te parlais qu'avant, justement, toi, tu choisissais entre les arts martiaux et la musique? Le sport, arts martiaux et la musique. En fait, moi, j'étais un gars qui a fait beaucoup, beaucoup de sport quand j'étais jeune. Là, j'en fais moins, je suis blessé de partout. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, et dont les arts martiaux. J'ai continué à m'entraîner jusqu'à un petit peu avant la pandémie. Je m'entraînais vraiment beaucoup dans des gyms et tout de kickboxing, puis de... c'est juste qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, mais le choix s'est un peu imposé par lui-même. J'étais professeur de karaté, j'avais mon école de karaté. Ah, fait que tu l'avais ouvert? Oui, moi j'ai ouvert une école de karaté à 18 ans. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai eu des élèves jusqu'à l'âge de 24 ans. J'ai eu 125 élèves. J'ai réussi à faire passer des ceintures, comme on dit à l'époque. T'avais-tu ta longue chevelure dans le temps? J'avais ma longue chevelure et j'étais professeur ceinture noire. Je gagnais des compétitions. J'étais vraiment très impliqué dans le milieu des arts martiaux au Québec. Et je faisais en parallèle de la musique le week-end. J'allais jouer dans un bar. À l'époque, il y avait des bars partout. Dans tous les villages du Québec, t'avais l'église puis le bar en face. Ouais, c'est ça, t'allais délirer la veille, puis le lendemain, t'allais te confesser quasiment. Puis le style de musique ressemblait à quoi? Je faisais du rock. Dans le début des années 80, je faisais beaucoup de rock, hard rock, Led Zeppelin, puis Black Sabbath, puis Judas Priest, puis ce genre-là. Iron Maiden. Iron Maiden, puis ouais, c'était ça que je faisais beaucoup à l'époque. Et il y avait un circuit qui existait dans le Québec on pouvait gagner notre vie très, très modestement, mais on gagnait notre vie. Et après, je suis tombé dans un autre circuit de musique qui, lui, est un petit peu plus pop-rock, où on avait des meilleurs cachets. J'ai pu gagner ma vie pendant quasiment une décade au complet à faire de la musique comme ça, 4, 5, 6 soirs par semaine, en même temps que j'étais professeur de karaté. Et là, il y en a un qui a pris plus le pas sur l'autre, c'était la musique. C'était vraiment ça qui me faisait plus vibrer. Puis il y avait vraiment de l'intérêt pour notre band à l'époque, puis tout, fait qu'on jouait tout le temps. Fait que j'ai demandé à des collègues avec qui je m'entraînais s'ils voulaient pas prendre le relais de mon école de karaté. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire juste de la musique à partir de l'âge de 23-24 ans. Okay. Mais j'ai quand même été professeur pendant 5 ans. J'avais des petits pits... je me souviens de la petite Mélanie qui avait 4 ans, qui commençait. Aujourd'hui, elle vient voir mes shows, puis elle a des enfants elle-même, puis elle est dans la quarantaine. Mais à l'époque, quand c'était une petite puce de rien, j'étais pas vieux, mais j'avais 18 ans. J'avais des élèves de 12 ans, de 8 ans. Aujourd'hui, ils viennent voir mes shows. Quand je les revois,
ben c'est du monde de 40-50 ans. Ouais, c'est juste qu'à l'époque, la différence apparaissait énormément, mais aujourd'hui, c'est un drôle de clash de voir ça. Il est encore content de te montrer son kata. Regarde! Mais il y en a qui travaillent encore, oui, il y en a qui font encore des arts martiaux, d'autres moins. Moi, le premier, j'ai beaucoup slacké parce que, toutes sortes de raisons, mais ça reste que ça a été une passion dans ma vie, les arts martiaux. Et donc, JSP, quand j'ai vu ta photo, je te demandais si... Ben oui, c'est ça. Ben oui, puis moi, je regarde régulièrement des combats... Puis, tu sais, les algorithmes, là, comment ça fonctionne. Donc, et vu que j'en ai regardé une couple sur Facebook, là, j'en reçois plein, puis j'en regarde régulièrement. J'aime beaucoup, même si c'est quand même très violent comme sport, je veux dire, j'aime beaucoup les femmes. J'aime voir les femmes travailler. Ils sont... Des fois, je les trouve quasiment plus courageuses que des gars. moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé quand les femmes sont arrivées, entre autres, avec la pionnière Ronda Rousey, là, c'est que quand ils sont arrivés, eux autres, tu sais, ils faisaient pas juste se battre pour une ceinture, ils se battaient genre pour leur sexe, tu sais, dans le sens, on va leur montrer qu'on a notre place, parce qu'il y en a un ben qui disait ça, tu sais, surtout Dana White, il était pas c'est très misogyne. Il était pas ouvert à les recevoir parce qu'il voulait pas que... Tu sais, c'était l'idée de... deux gladiateurs qui s'affrontent puis tout ça, mais quand ils sont arrivés, ils ont tellement fait le show que moi, j'adore les combats de femmes, surtout quand on l'a vu avec... Chris, là, j'ai un blanc de mémoire, mais t'avais Cyborg, puis Eva Nunez, en tout cas, je pense que c'est le combat le plus sanglant. T'as aussi l'autre, le Holm, qu'elle s'appelle. Oui, Holly Holm, qui va se rebattre pour le Je pensais qu'elle avait arrêté, elle, puis elle y retourne. Mais honnêtement, les combats féminins de la UFC sont, pour moi... quasiment plus impressionnant. Il y a quelque chose de... Ça naît... moi, en tout cas, il me fascine. Puis c'est sûr que c'est un milieu très misogyne au départ, mais là, aujourd'hui, de toute façon, c'est des hommes d'affaires. Aussitôt qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire la pièce, ils laissent tomber pas mal leurs préjugés puis tout. Mais ça, leurs préjugés, ils restent là, mais je veux dire, eux autres, ils veulent faire de l'argent. Mais ça reste que les femmes dans le monde des arts martiaux, puis ce que c'est devenu avec la MMA, la UFC, tout ça, c'est impressionnant. Très impressionnant. Oui. Puis là, si on en revient avec... c'est le fun, j'en jase avec toi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça. Ben ouais, hein? Moi, j'ai déjà défendu ça à une émission avec Joël Legendre. Une émission, je faisais de la promo d'un disque, puis j'étais à Radio-Canada. Et puis, à un moment donné, Joël, il me pose des questions sur les arts martiaux mix. Puis c'était une émission genre, là, on va le dire, de ma tante le matin, là, tu sais. Puis là, tout le monde était comme quasiment, tu sais, c'était comme, t'aimes ça, tu sais, puis c'est violent, puis tout. Ouais, moi, je viens de ce monde-là un peu, j'adore ça. Il y a beaucoup de techniques là-dedans. Moi, je regarde la technique, tu sais, c'est des mélanges de jiu-jitsu, de boxe, puis de kick, puis tout ça. Mais c'est ça, je leur expliquais, tu sais. Il y en a qui sont comme genre, il y a rien qui se passe, les deux gars à terre. Non, mais c'est parce qu'il y a de la technique là-dedans. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, tu regardes des fois, puis ça pisse le sang puis tout. C'est certain qu'il y a du monde qui veulent rien savoir de ça. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'est-ce que Georges Saint-Pierre y a amené à ça. Parce que, amené une dignité, je trouve. Puis un respect, tu sais, de tout ça, tu sais, exact, la dignité. Tu sais, lui, le trash talk, là, tu sais, un peu vers la fin, il embarquait un peu là-dedans, mais il était pas vraiment... C'est du show, hein? C'est du show. Il y en a qui sont bons. Right, moi, j'aime bien ceux qui ferment le gueule, disent pas un mot, ils vont à la pesée, ils se regardent, ils voient l'autre qui jappe en face, ils font rien. C'est dans le ring que ça se passe. C'est là que ça... Puis j'aime aussi voir quand c'est terminé, puis tout le monde a tout donné, là, puis qu'à la fin, ils sont capables de se donner un accolade, de man, what a fight, tu sais. Bon, ça, bravo, tu sais. Il y en a qui le font pas, puis je trouve que ça manque de grandeur. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une petite part en dedans de toi, avec tout quand même que c'était accompli, t'aurais quand même aimé ça, avoir comme une petite carrière là-dedans au moins, avoir certains succès là-dedans? Écoute, tu sais, tantôt, je te parlais que j'ai eu comme un deux chemins. Là. J'avais les arts martiaux, puis moi, je faisais déjà de la compétition à l'époque. Puis c'était l'époque de Jean-Yves Thériault, quand le kickboxing arrivait.
C'était avant la MMA puis tout ça. Fait que moi, je faisais des compétitions de karaté standard. Donc, j'avais mes compétitions de kata, puis j'avais mes compétitions de combat, puis je gagnais assez souvent. J'avais pas mal de trophées puis tout ça. Et là est arrivé le kickboxing, où là, c'était le mélange boxe et kick, puis tout entre les arts martiaux puis la boxe. Et après est venu les arts martiaux mix. Donc, quand il y a eu le kickboxing, j'ai commencé à en faire pas mal puis à vouloir compétitionner. Mais je faisais beaucoup de musique en même temps. Puis ça m'a pris 2 œils au beurre noir sur la scène pour comprendre que ça pouvait pas se mélanger. C'est de me dire, là, t'es dans un métier où tu montes sur scène, tu t'en vas faire des shows, puis là, le monde te regarde avec la gueule mochée, ça marche pas vraiment. Je pense que ça ligne vers le punk, là, lui. C'est ça qu'il fait. Fait que, tu sais, le choix n'a pas été dur à faire, puis aussi ma passion de la musique. Mais ça reste que j'ai quand même été assez compétitif pendant un bon bout de temps, j'aimais ça. Et c'est pour ça qu'après, j'ai continué à suivre ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 61 ans, puis je regarde les combats, je suis fasciné. Le degré d'entraînement que ça prend. De dévouement, pour décider que tu vas aller dans une cage dans l'octogone, là, il faut tellement que tu mettes d'heures. C'est tellement dur. J'ai un respect infini pour ces gladiateurs-là, comme tu dis. Ben ouais. T'as-tu suivi la carrière d'Olivier Aubin-Mercier? Tu sais, parce que lui, il est allé au PFL. Oui. Tu sais, puis il a quand même réussi à faire son succès là-dedans. Oui, il y a un gars aussi qui s'appelle Jourdain. Charles Jourdain. De mon coin, d'ailleurs, ça arrive sud. Ouais, ben là, je les vois un peu, tu sais, je les suis un peu. Mais je t'avoue que je suis peut-être pas up-to-date là, sur leur combat puis où ils sont rendus. Là, mais c'est correct. Puis là, c'est ça, on parlait de ton band. Est-ce que c'est le band que t'as fondé, Pell? Pell, c'est le dernier. C'est le dernier. Ouais, j'ai eu 2 autres bands avant. Un qui s'appelait Amanite, que le monde savait jamais comment prononcer. Amanite. Un amanite, c'est un champignon magique. C'est un amanite, tu mouches. Et donc, on avait nommé le band de même, Amanite. Puis tout le monde était comme, c'est quoi ça? À l'époque, personne connaissait ça. Fait que ça, c'était à l'époque où je jouais du rock, du hard rock, heavy metal. C'était une époque où il y avait un peu de consommation de Magic Mushroom? Oui, il y a eu toutes sortes de... on était jeunes, puis c'est ça. C'était une époque où on expérimentait, puis on jouait dans un club. Et étonnamment, je me suis rendu compte, vu que j'étais un gars de sport, je me suis rendu compte que moi, ce qu'on me demandait de chanter déjà à l'époque, pour que ça marche, il fallait que je sois capable de chanter. Ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que les substances, puis tout, c'était pas ben winner pour moi. Ouais. Tu sais, pour être capable de faire des bons shows. Puis en plus, j'étais un sportif de nature. Fait que moi, j'étais sur scène. Puis j'aimais bien ça, là, tu sais, grimper sur le riser de drum, puis sauter, faire un split, puis à la David Lee Roth, là, puis toute la patente. Tu sais, j'étais très, très physique. T'accaparer la scène. Ouais, j'étais bien physique sur scène. Fait que je me suis rendu rapidement compte que moi, l'alcool, les substances, la dope, tout ça, même si je les ai expérimentés, je m'en suis jamais caché, c'était pas compatible avec chanter. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Fait que je suis resté avec cette espèce de discipline-là toute ma vie. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai fini par arriver à avoir une carrière parce que c'est un métier qui est tough. C'est un métier qui est tough. Puis si tu l'as pas, la discipline, si tu sais, on parlait tantôt d'être des autodidactes, là, des self-made men. Si tu fais juste sex, drug and rock'n'roll, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, ça avance pas tant que ça. Là. C'est des vieux clichés. Ça peut te nuire. Là. Fait que là, c'est ça, c'est là qu'arrive le groupe Pell. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu Amanite. Après ça, il y a eu un band qui s'est appelé Sneak Preview. Okay. Puis après, il y a eu Pell. Puis là, dans Pell, on était 3. Puis ce que je voulais faire, c'était faire de la composition originale. Parce que là, je me voyais vieillir. Puis je me disais, hey, c'est bien beau les clubs, puis triper le samedi soir, là, mais moi, je veux faire une carrière dans la musique. Il faut que j'écrive de la musique. Alors, j'ai commencé à beaucoup plus écrire en français aussi. Et essayer de faire des concours. Et ça a été un autre parcours du combattant. Parce que les concours, je m'inscrivais, je n'étais pas choisi. Ou si j'étais choisi, je dépassais même pas la ronde préliminaire. Rarement, je me rendais à semi-finale. Puis pourquoi, d'après toi? Ben, on me clenchait. Probablement que mes tunes n'étaient pas assez bonnes, je sais pas. Mais moi, ça me fait rire des fois quand j'entends des gens qui me disent « Ah, toi, c'est sûr que tu allais avoir une carrière avec la voix que tu as. Ça doit être facile. » Puis je leur dis « Non, pas en tout. » Ça a été... les maisons de disques me répondaient pas. J'envoyais mes cassettes à l'époque, c'était des cassettes. Les maisons de disques répondaient même pas à une accusé réception. Toutes les maisons de disques, indépendantes comme Major. Je faisais des concours. J'étais rarement sélectionné ou pris, ou encore pire, me rendre jusqu'à la finale. C'est arrivé une fois sur 8 concours, je pense que j'ai fait. Ça a été long.
En plus, il doit pas avoir 15 façons de se faire connaître. Là, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais pas l'Internet pour te faire valoir sur ton propre réseau, ton propre channel YouTube ou peu importe. Il n'y avait pas La Voix, Star Academy. Il y avait réseaux sociaux. Il n'y avait pas rien de ça. Ouais. Donc, c'était un petit peu la croix et la bannière là, pour se faire connaître et puis finir par arriver par convaincre quelqu'un, un producteur, d'investir sur moi, là, on va y arriver. Puis ça finit par arriver au début des années 90 avec Paul Lévesque. Puis je suis resté avec lui toute ma carrière jusqu'à son décès. Puis lui, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Pourquoi que lui t'a plus Lui, il a vu un chanteur d'abord. Il a vu un chanteur qui avait du potentiel. Puis lui, il était comme, t'es pas signé que personne? Non, ben... signons ensemble, puis on va essayer de faire de quoi. Puis ça n'a pas marché tout de suite. OK. Le premier album, ça? Non, je veux dire, notre première rencontre. OK. Ça n'a pas marché tout de suite. Ça, on sait plutôt... moi, je l'ai vu un peu comme un producteur fendant qui se la jouait, requin dans ma tête. Puis lui, il m'a vu comme une petite crise de jeune prétentieux qui pense qu'il sait tout de la business. Fait que notre première rencontre, ça a été un flop total. Les axes sont alignés pour que... C'est ça. Puis on s'est revus comme 1 an et demi plus tard parce qu'il y avait un de ses employés qui m'avait revu chanter puis qui m'avait dit « Paul, il faut absolument qu'on signe un nouveau chanteur. » Paul, il dit « C'est qui? » Il dit « C'est Bruno Pelletier. » Il dit « Oublie ça, ça marchera pas. » Il dit « Prenons la chance de refaire un meeting. » On s'est revus une deuxième fois. 1 an et demi plus tard, on a signé un contrat puis on est resté 30 ans ensemble. Comme quoi, hein, c'est difficile de vraiment prédire ce qui va arriver, ce qui peut être un bon match ou pas. Puis on a été un super match. Ça a super bien été. Puis finalement, il était pas requin, il était pas crosseur, puis moi, j'étais pas fendant. C'était juste les premières impressions d'essayer de bien faire les choses, ben ça n'a pas marché la première fois. Tu veux te protéger, j'imagine, un peu. Effectivement. Là, on entend toutes des histoires d'horreur d'un fois. On se fait tout fourrer, tôt ou tard. Moi, des fois, je dis ça à des jeunes, je leur dis, regarde, la plupart, on va se faire fourrer tôt ou tard sur le parcours. L'important, c'est d'apprendre. Il ne faut pas rester accroché à ça, mais il faut apprendre. Moi, je me suis fait fourrer 1 fois ou 2 dans le métier par du monde qui m'ont pas payé, du monde qui m'ont, tu sais, un contrat que j'ai signé que j'ai pas bien analysé. On apprend. Tu peux pas arriver à 20 ans et tout connaître, c'est impossible. Ben plus tard ou genre au début de ta carrière que tu t'es fait avoir? J'ai eu 2-3 passes pas cool qui sont arrivées en cours de carrière. Et des choses que j'aurais pas pu voir venir aussi. Donc, tu sais, quand tu t'en vas jouer dans un autre pays, tu as signé un contrat, tu as reçu une avance, tu prends l'avion, tu as reçu tes billets d'avion. C'est tout le producteur de l'autre pays là, qui s'occupe de tout. Tu arrives de l'autre bord, il y a un hôtel, il y a tout est là, tout est correct. Ben, c'est cool, ça. Tout fonctionne, tu te mets à jouer, tu fais tes shows, la salle est sold out. Tu reprends l'avion, tu reviens chez vous, puis tu reçois jamais à balance. Puis là, tu fais tabarnak. Excuse-moi, je parle... J'ai sacré, c'est-tu correct? Ah oui, tu peux sacrer encore lisse, là. C'est toi que ça regarde. Non, mais juste dire, t'apprends. Fait que maintenant, s'il y a un producteur dans un autre pays qui m'appelle, j'ai tout dans le compte de la banque avant de partir. Parce que quand même, tu as un contrat, là. Aller te pogner des avocats à l'international pour essayer d'aller récupérer tes billes en Europe de l'Est ou à quelque part, oublie ça, ça va te coûter une fortune. Fait que c'est des affaires que tu apprends. Tu les apprends. Puis ton équipe apprend avec toi. On peut pas tout prévoir. C'est impossible. T'sais. Mais j'ai eu bien des bons coups, des affaires formidables qui me sont arrivées, comme avec Notre-Dame de Paris, tout ça. Moi, je dis toujours que Luc Plamondon, il a changé ma vie. Puis j'ai eu des expériences extraordinaires. La première fois à Paris, ça a été avec Luc pour Starmania, qui revient maintenant dans les années-ci avec une nouvelle mouture. Mais moi, en 93, c'était ma première fois que j'allais à Paris de ma vie. Puis j'y allais en famille. J'avais un petit bonhomme de 2 ans, ma femme. C'était toute une aventure. Ça a été extraordinaire. J'étais un anxieux fini en plus. Moi, j'étais un gars qui... Je contrôle mieux maintenant, mais j'étais un gars qui peut être facilement malade avant un show. Là, quand c'est trop important, là, je suis pas bien. Là. C'est quoi que tu as peur d'avoir un blanc sur scène, de pas être capable de livrer la marchandise? Ça, un blanc sur scène, je le sais que je vais en avoir. Ça, c'est clair. J'en ai tout le temps. Puis je joue avec ça, puis je rigole avec le public. Puis tu l'assumes. Je l'assume.
Je pense que ma peur, c'est de décevoir les gens. C'est vraiment ça, c'est de pas être à la hauteur de ce qu'ils s'attendent de moi. Puis quand j'étais jeune, je défonçais des portes pour me faire connaître. Fait que j'avais peur que ça soit pas assez ce que je fasse. Puis aujourd'hui, c'est que j'ai peur par rapport à ma réputation. Dans le sens où la pression, les gens s'attendent à tellement. Est-ce que je suis encore capable de leur donner ce qu'ils veulent avoir? Les attentes. Oui, parce que je vieillis, puis un chanteur, c'est comme un athlète. Tu chantes pas de la même façon à 30 ans qu'à 60. Tu sais, tes cordes vocales, ils s'usent, ils peuvent avoir été blessés, tu as du vécu, fait que tu chantes différemment. Tu amènes d'autres couleurs, c'est autre chose. Mais c'est pas pareil. Fait que là, mon niveau d'anxiété, il se transforme. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, je veux pas décevoir les gens. Fait que ma nervosité vient de là. Tandis qu'à l'époque, ma nervosité, c'était je vais-tu réussir à faire ma place dans cette jungle-là? Je vais-tu être assez? Tu sais? Ça s'est comme transféré au fil des années pour des raisons différentes. Puis là, le show que tu avais fait, est-ce que tu avais fait plusieurs représentations que tu t'avais pas fait payer? Ah non, c'était juste... non, c'était... je dirais pas où, mais c'était 3 shows en Europe. Et puis, je suis revenu à la maison avec, on va dire à peu près l'équivalent de la moitié qui avait été l'avance. Fait que dans le fond, ça sert à payer ta gang. Puis toi, t'as rien. T'as fait... mais ça, mais tu sais, ça fait partie des... J'imagine. Comme c'est pour ça que je disais, on apprend. Tu sais, on apprend. C'est comme ça. Faut que tu le pognes de même, sinon si tu le prends trop personnel, ça va te gruger. Oui, puis il arrive toutes sortes d'événements. Comme je te dis, il y a des highs incroyables, puis t'as des lows incroyables aussi que t'as pas vu venir, puis c'est de même. Tu sais, fait que, regarde, je sais pas pourquoi on parle de ça. Là. Non, c'est moi qui on est parti des arts martiaux, on est rendu dans c'est moi qui t'amenais là. On passe du coq à l'âne, comme on dit. Vas-y. Ben, c'est ça, on parlait de ta collaboration que tu as avec ton premier producteur que tu as eu. Paul, c'est de là que ça part. Ah oui, puis que notre première rencontre avait été... Exact. Fait que... Puis là, tu dis que ça n'a pas cliqué au début pour la première fois, mais pourquoi que ça a plus cliqué la deuxième? C'est là il a catché que tu étais sérieux. Puis que... Ouais, puis je pense que moi, je me suis dit, je vais lui donner... on va se donner une chance mutuellement, en fait. La première fois, ça n'a pas super bien été. La deuxième fois qu'on s'est vu, on avait un sourire, genre... Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? On se donne-tu une chance? Puis écoute, la chance a duré 30 ans. Il a connu avec moi mes plus grandes années de vente de disques. On a tout fait ensemble. Toute ma carrière de vidéoclip, aujourd'hui, je suis rendu à 16 albums. Ben, il y en a au moins 12, 13, 14 que j'ai fait avec lui. 85% de toute ma carrière a été faite avec lui. Fait qu'on a bien fait de se donner une chance la deuxième fois. Puis comment que ça a pris de temps avant que... Ça décolle? Ouais, c'est ça. Écoute, j'approchais la quarantaine. Moi, je jouais dans un bar depuis l'âge de 19-20 ans. J'ai signé un premier contrat de disque en 92. 11. Le premier album est sorti en 92. Fait que là, j'ai eu comme un 11 ans dans un club avec l'histoire des concours, que ça marche pas, les maisons de disques qui te répondent pas. Là, j'ai fini par avoir une maison de disques en 91, puis ça a pris 3 albums avant que ça décolle. On était rendu à la fin des années 90. J'étais rendu à 36 ans, puis là, j'ai commencé à sentir que, oups, peut-être je vais faire ça toute ma vie. Mais j'approchais, j'étais un nouveau papa. J'approchais la quarantaine, je commençais à repenser ma carrière. C'est-à-dire, est-ce que je dois rester faire de la musique, continuer dans la musique, ou je dois retourner à l'école? Ah ouais, me trouver un métier. Un métier. Subvenir aux besoins de ma famille. Psycho, je voulais aller en psycho. Ça, c'était des envies que j'avais déjà quand j'étais jeune. Et là, rendu vers 35-36 ans, juste avant que l'album Miserere sorte, en 97, je réfléchissais avec ma femme, puis je disais, écoute, c'est l'album du ça passe ou ça casse, sinon je vais retourner à l'université. Et puis ça a passé, écoute, on a vendu 250 000 copies, c'est ça qu'on célèbre cette année d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis l'année d'après est arrivé Notre-Dame de Paris. Puis là, ça a été... pareil. Sur l'espace de 2 ans, tout le reste de ma vie s'est joué. Ben ouais, il y a eu Omerta aussi qui était juste quasiment en même temps. Là, Fait que là, il y avait mon côté acteur. Tu pensais lâcher. Oui, moi, j'étais sur le bord là, de... Mais tu sais, quand t'as des enfants aussi, Ben oui, tu sais, ta vie de bummer, de jeune bummer qui mange juste du beurre de pinot, à un moment donné, tu fais comme... Oups! 10 spaghettis à sauce à ta ouais, tu sais, là, je commençais à remettre tout ça en question. Les priorités à bonne place. Ben ouais, puis tu sais, je vieillissais, puis...
Mais j'étais chanceux. Chanceux, mais j'ai travaillé. Il y a la chance, il y a le travail, il y a les rencontres, il y a le talent, il y a plein de facteurs qui font... La discipline. Les sacrifices. Tellement de choses qui font que tôt ou tard, tu finis par... Bang, ça va arriver. Moi, c'est pour ça que ça m'enrage. Quand le monde me regarde et me dit « Hey, toi, avec la voix que t'as, c'est sûr que t'allais... » Non, ça marche pas de même. Là. Il y a eu bien d'autres paramètres autour qui ont fait que j'ai fini par avoir une carrière, puis ça a passé à un cheveu que ça marche pas. T'sais. Ben ouais. Puis un cheveu pas les tiens, mais c'était en avant. J'en avais dans le temps. J'en ai encore un peu. Là, oui. T'en as sûrement plus que moi. Fait, OK, moi, je pensais qu'en 95, avec la sortie de ton deuxième album, puis il y avait aussi Starmania. Starmania, oui. Mais tu sais, je pensais que ça t'avait un peu mis sur la map, puis que... Avec le recul, j'ai envie de dire, c'était comme ma rampe de lancement. Rampe de lancement. Ouais. Ma rampe de lancement. C'est-à-dire que j'étais sur une pente ascendante, mais jamais assez. J'étais tout le temps en train d'attendre les fins de mois, puis comment je fais le prochain mois, puis hop, on pognait ce gig-là. All right, tu sais, puis j'étais tout le temps là-dedans. Fait que là, ça m'a amené ça à Miserere, le troisième album. Mais c'est vrai qu'en 95, le deuxième album, je sortais de Starmania. Le monde commençait à entendre un peu plus parler de moi. J'avais un deuxième album de fait qui avait connu un succès d'estime quand même. Je commençais à faire des petites tournées acoustiques. Je commençais à me produire un peu partout dans le Québec, mais l'explosion est venue après. Puis c'est ça, même en 95, c'était juste pas assez pour... Pas assez. C'était pas encore... j'étais pas encore capable de dire je vais faire ça toute ma vie. Tu sais... À un moment donné, la réalité te rattrape. Je l'ai dit 2 fois là, déjà, je vais leur dire une 3e fois, j'étais rendu un papa. Puis moi, j'ai un sens des responsabilités. J'ai cette qualité-là. Je suis quelqu'un qui est responsable dans la vie. Fait que j'avais un kid, ma femme, tout ça, je regardais les choses aller, je me disais, ouais, Bruno, ça pourra pas durer un autre 10 ans de la même manière. Et puis finalement, puis c'est plus rendu là, c'est plus une question juste de passion. Tu sais, je l'avais, ma passion de la musique, elle est encore là. Mais je me disais, c'est bien beau ma passion, là, mais il y a un petit être qui ça y prend des couches, il faut qu'il mange. Il faut du concret. Là. Ça prend du concret à un moment donné. Puis c'est ça aujourd'hui, je te ramène à une question que tu m'as posée précédemment par rapport à la différence, ce que j'ai connu, puis maintenant avec l'Internet, puis qu'est-ce que ça a changé dans notre métier, dans notre milieu. Je trouve que les jeunes aujourd'hui qui commencent, puis qui veulent avoir une famille, puis qui font de la musique, puis qui ont juste l'Internet, puis qu'il n'y a plus vraiment... En tout cas, on reçoit plus les redevances, puis les entrées d'argent n'arrivent plus nécessairement de la même place qu'à l'époque, quand on avait la chance de pouvoir vendre des disques. Je veux dire, je me demande comment ils font. Les jeunes artistes qui ont des familles, ils y arrivent comment, tu sais, maintenant? Parce que, à moins qu'ils deviennent influenceurs ou je sais pas trop, qu'ils fassent plein d'autres métiers connexes aussi. Plein d'à côté. Il y a plein d'à côté. Mais juste faire de la musique, là. Tu dis, moi, là, je suis un musicien, je fais que ça, je gagne ma vie là-dedans. C'est devenu, avec ma musique, c'est devenu tout un épopée, là, je trouve. Moi, on me dit qu'ils font leur cash avec les shows. T'sais, c'est les shows, puis maintenant les streaming, leur musique leur emmène du monde à leur show. Ouais, ben, les artistes qui arrivent à streamer beaucoup, on parle d'une Charlotte Cardin, du monde comme ça, là, c'est un autre niveau. Mais je pense que... soit big en crise. Moi, je pense que 80% des artistes qui font de la musique, qui streament, ça va être tough, là, les fins de mois. Puis oui, il faut que tu ailles sur scène pour ramener du vrai bake, la vraie argent. Puis en même temps, ça dépend de ton niveau de notoriété pour en ramener combien. Tu sais, je veux dire. Fait que moi, je le vois, là, moi, je suis mon propre producteur depuis des années. Tu sais, je les vois, les chiffres. Je vois les chiffres des disques. Ben, il n'y en a plus de disques, pratiquement. Les disques des streams. Les chiffres des streams, les chiffres de spectacle, ce que ça coûte. Je vois tout ça, moi, là. J'y vois, tu sais, puis je les analyse, puis je fais comme, OK, je prends des décisions en conséquence, mais moi, je suis un artiste, on va dire, établi. Mais oui. Et puis, j'ai ma carrière, mais je regarde les jeunes, puis je me dis, c'est d'autres défis. Ouais, ils ont d'autres défis. Avec quoi eux autres, ils doivent composer, tu sais. Ouais, c'est d'autres défis. Je sais pas par rapport à toi dans le monde de l'humour, on a tous commencé notre discussion sur le fait qu'on était des autodidactes self-made men. L'humour en 1990, comment ça fonctionnait, puis aujourd'hui,
Tu sais, il n'y avait pas de podcast à l'époque. Là, toi, tu as un podcast, puis tu fais des shows. Puis... Moi, c'est que bénéfique pour moi. moi, tout va très, très bien. Une fois que je les amène dans mes shows, là. Mais, tu sais, j'ai pas de band, j'ai même pas besoin d'un technicien. Moi, un spot, un micro, un stage, du monde. Tu sais, c'est fait, là, tu sais. Tu sais, moi, j'ai 16 personnes sur la route. Ben, c'est ça. J'ai un semi-remorque, une vanne pleine au bouchon. Faut que ça se paye. L'éclairage, le son, le gaz, les hôtels pour tout le monde, les cachets, les per diem. C'est une Christie de grosse mécanique. Mais là, je suis pas en train de me plaindre. C'est le contraire. Je suis en train de te dire, j'ai bâti ça, puis j'ai la chance de vivre ça encore. Mais je regarde justement comment ça se passe pour les kids qui arrivent dans le métier. Est-ce qu'ils vont avoir la chance de vivre ça aussi? Pour une Charlotte Cardin, il y en a combien d'autres qui ont plein de talent, mais qui pourront pas se rendre assez pour faire des vraies tournées ou tout, je le sais pas. Je suis pas capable de te le dire là. Je suis juste en train de réaliser que sur 20 ans, notre industrie a été mise à terre. Puis là, tout le monde essaie de nager la tête hors de l'eau puis de voir comment on va corriger les choses. Parce que ce qu'on nous a vendu il y a 20 ans, comme démocratie dans la musique, qu'est-ce que ça allait être extraordinaire, c'est juste des problèmes qui se sont transférés avec d'autres multinationales, qui sont les GAFA qu'on appelle. Oui, ben oui. On passe vraiment du coq à l'âne. Hein, Ben non, mais moi, moi j'adore ça. Je suis content que... Ben c'est ça que tu t'exprimes là-dessus. Puis, mais c'est ça, tu sais, on parle, mettons, 95, tu penses, hey, tu sais pas si tu vas peut-être changer même de carrière. Puis là, après ça, il arrive les grands succès avec Miserere. Ouais, puis... le temps des cathédrales avec Notre-Dame de Paris l'année d'après. Mais quand il arrive, justement, ce troisième album-là, comment que tu prends ça, ce succès-là? Écoute... comment t'apprends ça, ouais? Ben, c'est étonnant parce que je pense que les années de Vache Maigre m'ont... Puis, étonnamment, le sport et les arts martiaux m'ont appris à être quelqu'un de groundé. Moi, je viens pas d'un milieu riche ni pauvre. Je viens de la classe moyenne correcte. Mais des valeurs à la bonne place. Le sens du bénévolat, moi, j'ai appris ça, j'étais jeune. Les arts martiaux, c'est quelque chose où on t'apprend à respecter ton adversaire, les gens autour de toi. Le sport, tu gagneras pas la Coupe Stanley tout seul, même si t'es Wayne Gretzky, il faut que tu gagnes en équipe. Tout ça s'est mis en place pour ma carrière, c'était en moi. Fait que quand le succès est arrivé, pour moi, c'était quelque chose qui rayonnait sur plein de monde avec moi. Et moi, comment je l'ai pris, c'était plutôt comme un relief, tu sais, comme une espèce de enfin, il arrive quelque chose, je pense que je peux gagner ma vie avec ça. Une sécurité financière. Puis, ce que ça a fait aussi, c'est là que je suis devenu producteur. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait plus d'argent. Avec Notre-Dame de Paris, je faisais plus d'argent. Et j'ai dit, c'est moi qui va contrôler mes affaires. Je vais devenir producteur. Fait que j'ai parlé à mon producteur, puis le deal qu'on s'est fait ensemble, c'est qu'on devenait des partners de maison de disques, de production de spectacles, de tout. Ah, c'est cool. Puis il a accepté ça. Oui, il a accepté parce qu'il me perdait. Ouais, il y a eu un move intelligent parce que au lieu de me laisser aller monter ma boîte, il dit, garde, restons ensemble, faisons un deal, trouvons un pourcentage qui va être... Moi, il dit, je veux que tu sois heureux. Si t'es heureux, puis qu'on travaille ensemble, on va être heureux à deux, on va grimper ta carrière. Fait que ça a été un bon move qu'il a fait. Ça a été vraiment un bon move. Puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et donc, je suis resté quelqu'un, je me souviens, il y a un journaliste qui... Je venais de vendre 100 000 albums, puis... Tu sais, j'ai un journaliste qui me voit arriver avec mon vieux Spirit AMC tout déglingué, puis il fait comme, tu viens de vendre 100 000 albums, puis t'es avec ce char-là. J'ai dit, ben oui, il marche, il est correct. Il fonctionne encore. Tu sais, c'est un peu ça que je suis dans la vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que dans le fond, l'argent que j'ai fini par faire, c'était pas pour flasher. C'était pour sécuriser ma famille, puis sécuriser ma carrière. C'est-à-dire que là, je vais me servir... combien de temps que ça va être. Ouais. Puis là, je me disais, ben là, je peux prendre de cet argent-là puis produire mon prochain disque, tu sais, puis d'être le boss de mes affaires entièrement. Parce que t'es pas le boss. Quand t'as pas quand c'est pas toi qui paye, t'es pas le boss. T'es un artiste, tu vas avoir une royauté, tu sais, par disque vendu. Mais quand t'es le boss, tu produis, tu payes, tu décides tout. Fait que quand tu te casses la gueule, c'est de ta faute. Puis quand tu réussis, c'est de ta faute. Fait que moi, c'est ça que je voulais.
C'est ça que je voulais faire un coup que le succès est arrivé. Puis comment qu'on prend ça, ce succès-là? Est-ce qu'on a de la misère à le croire? Moi, ce que j'ai eu le plus de misère, c'est le regard des gens. J'étais un gars discret dans la vie. Ton entourage, le public, l'industrie? Le public. Du jour au lendemain, tu vas à l'épicerie, tout le monde te parle, tout le monde te jase, tout le monde veut une photo. Tout le monde... C'est arrivé de même du jour au lendemain? C'est arrivé. Quasiment? Sur l'espace de 2-3 ans, là, ça a fait un... Puis ça l'a fait... En plus, ça l'a fait pas juste au Québec, ça l'a fait en France, ça l'a fait en Suisse, ça l'a fait partout à cause de Notre-Dame de Paris. Puis là, on est devenu comme... Les gens s'en souviennent pas, mais c'était fou le succès de Notre-Dame de Paris à l'époque. Je pouvais même pas prendre le métro en France. Il y avait trop de monde qui me reconnaissait, c'était pas le fun, pas en tout. Fait que j'étais tout le temps dans des taxis. Puis c'est quoi, ils te parlaient, genre, ils venaient te voir? C'était très intense, là, tu sais, oui. Les autographes, puis toute l'équipe, puis là, t'es comme, t'as pas de vie. Ils veulent une partie de toi, quasiment. Fait que, tu sais, j'ai vécu ça, puis j'ai comme compris que moi, je suis pas ce gars-là qui est bien là-dedans. Dans le vedettariat. Le vedettariat à trop haut niveau, là, comme on dit, superstar, là. Puis encore une fois, on se plaint pas, là, parce que quand ça arrive, il y a plein de bénéfices qui viennent avec ça. Mais j'ai juste compris qui j'étais dans l'écosystème de la musique. J'ai fait comme, OK, moi, je suis un gars qui a besoin de plus de discrétion, qui a besoin de moins s'étaler, qui a besoin de sortir quand c'est le temps, exploser sur une scène quand c'est le temps. Puis dans sa vie, après, les portes sont un peu plus fermées, c'est un peu plus serré, tu sais. Puis j'ai gardé cette ligne de conduite-là, je te dirais, des années de temps. Puis aujourd'hui, étonnamment, je suis plus smooth, plus en paix avec ce que ça veut dire être reconnu et être connu. Puis aujourd'hui, je m'arrête dans les allées chez IGA, puis je placote avec le monsieur qui met les cannes de soupe. « Hey Bruno, comment ça va? » Puis « Ouais, vous, comment ça se passe? Ouais, grosse rénovation, on jase. » Tandis qu'à l'époque, c'était quasiment comme invasif. Mais maintenant, je le prends comme un cadeau. C'est comme si je fais partie des meubles chez les gens. C'est comme s'ils me connaissent. Fait que je m'arrête. Je jase avec eux autres quand j'ai le temps. Là. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais tu sais, je m'arrête, puis je placote, puis je suis avec mon panier d'épicerie à côté. Puis là, ça peut être quelqu'un qui me dit « Hey, je t'ai vu en show il y a 3 semaines, c'était bon. » Ah ouais, t'aimais ça? Comment tu trouves la salle? Tout? Puis on part, comme avec toi, là on part, puis on jase de plein d'affaires. J'ai pas tout le temps le temps de faire ça, mais c'est juste pour dire que je suis beaucoup moins sauvage qu'avant. J'ai comme apprivoisé tout ça, mais ça m'a pris une vie. Ça m'a pris quasiment une vie. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui auraient pu interpréter ça par la grosse tête ou tout ça? Oui, je l'ai entendu. Ben oui, je l'ai entendu, ça. Que je me la jouais, que j'étais pas facile, parce que j'étais exigeant. Dans ma job, j'étais exigeant. Puis finalement, t'entendras jamais ça des gens qui travaillent avec moi depuis longtemps. C'est tout le temps du monde qui t'ont vu une fois ou quelque chose, qui ont pas aimé. Que t'as pas dit oui, tu sais. Ouais. Puis qui vont penser quelque chose, ou que tu vas avoir un détail. Garde, tantôt quand je t'ai dit, je peux-tu garder mes bottes parce que je veux pas avoir froid aux pieds. Là. Ça peut être un détail niaiseux de même que des gens peuvent interpréter comme « Hey, c'est pas reposant, hein? Il faut tout le temps... » Mais non, je suis un gars super facile, hyper simple, sauf que je sais exactement ce que je dois faire pour ma job pour que ça soit bien fait, puis que ça soit correct. T'sais. Donc, t'en as-tu côtoyé justement des artistes de même qui étaient intenses, tu sais, toi qui a une grosse carrière en France? Oui, non, mais j'en ai côtoyé plein. Des hosties de divas. Oui, j'en ai côtoyé plein. Puis je trouve que, justement, au Québec, on est tranquille dans ta barouette. Très rare. Là. Vraiment, des artistes chiants au Québec, il n'y en a pas tant que ça. T'en as quelques-uns, là, mais en gros, ça se passe super bien. Tu sais, je veux dire, je jase avec la gang dans Direct de l'Univers. Là. Ils reçoivent le bottin de l'UDA au complet sur leur plateau à chaque année. Là. Je veux dire, tout le monde va là. Des acteurs, des danseurs, des chanteurs, tout le monde va faire cette émission-là. Tu jases avec les recherchistes puis les producteurs, puis tu leur demandes, puis ils te le disent, c'est rare. C'est rare que les artistes au Québec sont chiants. On est trop un petit système. Ouais. On a trop besoin les uns des autres. Si tu te mets à faire chier 2-3 producteurs puis tout, là, man, tu vas rester chez vous dans ton salon. Je sais pas pour l'humour, je présume que c'est un peu la même affaire. Faut faire attention. Faut faire attention les uns aux autres. S'aider. Puis moi, j'ai jamais cru à ça, puis ça, je l'ai appris dans les arts martiaux. J'ai jamais descendu quelqu'un pour me remonter.
Jamais fait ça. Tu sais, je veux dire, moi, je fais... Même que je regarde pas beaucoup ce que les autres font. Puis tu sais, c'est dur aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit popper tous les disques qui sortent, tous les artistes qui sont dans telle salle, ils sont telle place, tu vois le succès de tout le monde, tu regardes tout. Puis ça peut être extrêmement troublant quand toi, t'es dans des périodes plus difficiles. Si t'es dans une bonne passe, tant mieux. Moi, je suis le genre d'artiste, je trace, je fais mes affaires, puis je regarde pas trop ce que les autres font. Pas par snobisme, absolument pas. C'est comme une protection. Moi, j'ai décidé que je faisais ça comme ça, puis je me laisserai pas influencer par d'autres ce qu'ils font. Je le fais de même, puis qui même me suit. C'est un peu une attitude que j'ai prise sur les années, mais dans le respect. Jamais planter un de mes collègues chanteurs pour essayer de me remonter, puis je fais pas ça, je l'ai jamais fait. Peut-être que je crois un peu au karma, mais c'est surtout les arts martiaux qui m'ont montré ça, moi. Tu respectes ton adversaire, même quand tu l'as battu. Tu le respectes jusqu'au bout. Puis quand tu as perdu, tu le remercies. Parce que t'as appris toi. Puis ça, on le voit dans la UFC. Ouais. T'sais, quand t'entends les entrevues après, là, souvent les gars, ils disent j'ai du respect pour lui. Ouais. Puis ils disent j'ai compris quelque chose, je vais m'entraîner autrement la prochaine fois. Whatever. T'sais. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis là, c'est ça. J'ai encore une question avec ton 3e album. Tu sais, quand ça arrive, ça, est-ce qu'il y avait aussi dans le sens que ça va-tu rester, tu sais? Est-ce que... Ben, tu sais, là, t'es content de l'avoir atteint, mais pour combien de temps, tu sais? Puis là, c'est ça. Est-ce que... Je pense que c'est arrivé... la sortie de le 3e est arrivé un petit peu avant Notre-Dame de Paris? Oui, un an avant. OK. Fait que c'est ça. Ça a été une explosion, là. Moi, j'avais l'album qui vendait, les tournées qui marchaient à fond au Québec. Notre-Dame de Paris qui décolle un an plus tard, ça devient une folie. Et donc là, mon nom devient connu au Québec puis dans toute la francophonie d'un coup. Ça a duré de 1997 à 2004. Là. C'était 7 ans de ma vie non-stop entre le Québec et la France. Des salles pleines partout, des shows 5-6 fois par semaine, si c'est pas 7. Je me suis épuisé mentalement. Physiquement, les cordes vocales. C'était la prochaine question que j'avais. J'ai fait un burn-out. Je suis sorti de tout ça complètement épuisé. T'avais peur que tu voulais tout prendre pour faire ça, que si jamais ça revient plus. C'est ça. En fait, c'est pas 2007, c'est de 97 à 2004. 7 ans, voilà. Ouais. Puis après, il a fallu que j'arrête un peu. J'ai pris une année sabbatique. Un peu digérer tout ça. Et moi, j'étais un travailleur. Fait que j'avais des projets dans la tête. Fait que je me suis mis à bosser sur des nouveaux projets. Puis les choses ont continué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que tu sais, aujourd'hui, c'est bien fort avec les réseaux sociaux, tout le monde sublime un peu sa vie. Tu sais, c'est comme si la vie que les gens mettent sur les réseaux sociaux, les artistes entre autres, c'est tout le temps extraordinaire, ou presque. Je veux dire, en général, on parle de la foule de telle place est incroyable. C'est un peu une façade. C'est une façade, parce que dans le fond, tu fais la promotion de ton brand, de tes affaires. Mais dans la vraie vie, c'est pas vrai que ça va tout le temps bien. C'est un roller coaster. T'es comme à ronde, tu sais, ça monte puis ça descend. C'est ça une carrière quand ça dure longtemps. Fait que moi, après 2004, ben là, je suis tombé dans une longue période qui a duré au-dessus de 10 ans. Même 15 ans, que c'était je roule sur le nom de Bruno Pelletier. Je fais des projets, puis j'ai des fans fidèles qui viennent. Puis tu roules là-dessus. Mais t'es plus dans la folie de ce que ça a été. Puis ça me convenait parfaitement. Et dernièrement, j'ai lancé un livre. En fait, il est arrivé la pandémie, puis j'ai fait un livre pour fêter le 20... Puis j'ai fait aussi un vinyle pour le 25e anniversaire de Miserere. Puis là, on vient de commencer la tournée. Et c'est une folie totale. À nouveau, ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai vécu au début des années que je te parlais tantôt. 97. De 97 à 2004. Ben, je suis en train de le revivre là. Entre les deux, j'ai été un artiste qui fait juste continuer sa patente. Il n'y avait plus autant de roller coaster. C'est Bruno Pelletier. Il y a des fans. On n'aura peut-être pas 1000 personnes dans la salle à soir, ça va peut-être être 600. Mais c'est 600 personnes qui trippent. Puis toi, tu continues ta job, puis ta vie. Puis là, d'un coup, bang, dernièrement, la folie à nouveau. OK. Et je le savoure d'une façon... C'est comme si la vie me faisait à nouveau un cadeau. T'sais, c'est comme si, ça peut arriver encore. Parce que moi, j'avais mis ça de côté, là, cette espèce de succès foudroyant que j'avais vécu à l'époque. Je me dis, ça arrive une fois dans une vie, ça.
Mais il y a ça de beau dans une carrière qui dure longtemps. Moi, ça fait 40 ans. Fait que quand ça dure longtemps, tu vas avoir toutes sortes de hauts puis de bas. Puis à des moments où tu t'en attendras pas, bang, il y a de quoi qui va popper, puis que tu vas avoir un gros succès. Puis je suis en train de vivre ça en ce moment, puis j'en reviens juste pas. Je suis comme tellement, moi, reconnaissant là, de ce qui m'arrive. C'est pour ça que tu t'enfles pas la tête avec ça. Là. Ça serait difficile. Je sais, il y a une différence entre se la jouer, s'enfler la tête, puis savoir ce qu'on vaut. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est pas prétentieux pour 2 scènes. Mais si tu me manques de respect, je suis capable de mettre mon pied à terre puis faire ça passe pas. Puis là, après, les gens vont dire, il se prend pas pour un 7-up flat. Mais dans le fond, c'est juste que tu sais ce que tu vaux. Ça, j'accepterais pas ça. Tu sais, mais sinon, en général, dans la vie, je suis quelqu'un de tellement ordinaire, là, que ben du monde, même mes voisins, ils me disent, on n'en revient pas des fois, on te voit à la TV, puis le lendemain, t'es à côté, puis tu pelles avec moi, puis on jase. Puis là, ils se disent, ça me fait un peu bizarre des fois, Bruno. Tu sais, c'est comme, tu vis dans la même maison, tu sais, on est 6 maisons collées, là, des condos. Là. Ouais. Tu vis dans une maison comme la mienne, mais je te regarde à tout le monde en parle, puis je te regarde, puis je vois tes succès, mais dans le fond, tu vis comme nous autres. Ben oui. C'est ça. Tu sais, mais après ça, je sais ce que je vaux. Fait qu'il y a du monde, des fois, qui s'essayent, qui vont peut-être pas bien te traiter ou pas t'offrir un cachet respectueux, puis tu fais non, regarde, on les envoie jamais chier. On fait juste faire non, on n'est plus là. On n'est pas là-dedans. Ils font le low baller. Il faut savoir ce qu'on vaut dans la vie. Il faut se tenir drette. Tu sais, il faut se tenir. Mais en même temps, se tenir debout, ça veut pas dire qu'on écrase les autres, puis qu'on se la joue, puis qu'on est... Hey, écoute, en direct de l'univers, ça fait 17 ans que ça existe. 15. Il m'appelle tout le temps. Ma chum Luce Dufault, pareil. Kim Richardson, on est appelé régulièrement. Pourquoi, tu penses? C'est pas juste parce qu'on est des bons chanteurs. J'ose penser qu'on est bons. Mais c'est parce qu'on les fait pas chier non plus. Ouais. Quand tu fais chier le monde, ils te rappellent pas. Fait que je me dis... Notre écosystème, il est petit. Il faut faire attention les uns aux autres. Puis moi, c'est ma philosophie. Puis encore une fois, ça vient des arts martiaux. Oui. On y revient toujours. Fait que c'est ça, tu parlais tout à l'heure, tu sais, quand tu disais il y a des hauts puis il y a des bas. C'est quand tu disais le 10 ans à être... à rouler sur... Juste mon nom. Ouais. C'est plus que 10 ans. C'est 15 ans quasiment. Ouais. Puis ça, c'est comment tu te sentais, toi, dans ce temps-là? Correct. Moi, je me disais, je suis juste chanceux. Il y a encore du monde qui vient me voir. Il y a du monde qui achète mes disques. C'est juste plus une folie, mais c'est formidable. Je gagne ma vie. Tu sais, je paye mon hypothèque. Là, mon gars, il est rendu grand. Là, je veux dire, tu sais, je mène une belle vie. Là. Je suis un gars chanceux dans la vie. Je me sens de même. Là, tu le prenais bien quand même. Oui, je le prenais bien parce que je suis pas un arriviste. Je suis pas quelqu'un qui a absolument besoin d'être le meilleur. Je suis juste quelqu'un qui veut faire de son mieux. C'est pas pareil, tu sais. Ta compétition est envers toi-même. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, d'ailleurs, mes chums, je sais pas, moi, Sylvain Cossette. Sylvain, on est comme 2 gars, on est arrivés en même temps, dans les années 90. Puis on avait les mêmes cheveux. Puis les deux, on était catégorisés comme des chanteurs à voix. Les gens nous ont mis en compétition tout de suite. Mais Sylvain puis moi, on est des chums, là. On est des amis. Fait que c'est comme... Moi, je suis super content de sa carrière, ce qui arrive, et vice-versa, lui de la mienne. Ça donne rien. Ça donne rien d'être jaloux des autres, puis d'être... Puis c'est un milieu compétitif quand même. Fait que il faut se parler régulièrement. Quand on a des envies ou qu'on a de la jalousie, c'est des sentiments qui peuvent être légitimes, qui vont arriver parce que tu travailles fort, tout le monde travaille fort. Mais il faut se parler. Faut se parler. Faut pas les nourrir, ces sentiments-là. Ouais. Puis quand Notre-Dame de Paris est arrivée, comment qu'on te l'a proposé? Ça, c'est Luc Plamondon, avec qui j'avais fait 2 comédies musicales déjà avant. La légende de Jimmy en 92 et Starmania en 93 à Paris. J'avais fait la création de ça. Et donc, il m'avait déjà averti en 93-14. Il m'avait dit, je travaille sur une nouvelle comédie musicale. J'aimerais vraiment que tu sois dessus. Et le gars qui faisait la musique, c'est Richard Cochiante. Lui, il me connaissait pas. Donc, ils m'ont fait passer une audition dans un studio ici à Montréal. Et puis, j'ai été choisi. Et j'ai créé le rôle du poète Gringoire dans Notre-Dame de Paris. Et ça a changé ma vie. Littéralement. Ça a été, encore une fois, un cadeau incroyable. D'ailleurs, dans mes spectacles, je remercie Luc Plamondon, qu'il soit là ou pas, régulièrement. Parce que tout le monde le connaît, Luc Plamondon. Et je dis aux gens à quel point...
T'es reconnaissant. Oui, puis que c'est un des premiers influenceurs qui existait. Parce que lui, il a pris la culture du Québec puis il l'a fait rayonner partout. Puis c'est comme... Grâce à Luc, il y a des artistes de partout. Il y a des œuvres, mais il y a des artistes de partout qui... Tu sais, moi, je suis allé jouer en Corée, en Asie, en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, que maintenant, je peux plus y aller. Je suis allé en Suisse, Belgique, Luxembourg, partout. C'est grâce à qui? C'est grâce à Luc. Donc, Luc a été moi, je trouve un grand influenceur du Québec qui nous a fait rayonner partout. Ben oui. Et donc, pour moi, c'est important de rendre ça... Tu sais, Luc, il vieillit aussi. C'est important de son vivant, de le reconnaître, de le dire, de nourrir le public qui est en face de nous, de leur dire... C'est une chance incroyable qu'on ait eu ce gars-là. T'es pas obligé d'aimer toutes les tunes, mais il faut juste que tu comprennes que le Québec est ailleurs dans le monde grâce à lui, tu sais, puis en partie. Et donc, moi, c'est quelque chose que je me fais un devoir de nommer. Je suis très reconnaissant, moi, dans la vie, quand quelqu'un m'aide, là. Puis c'est ça, lui qui m'a fait faire un casting. Lui, il m'avait déjà choisi, mais il fallait convaincre le compositeur. Et finalement, j'ai été choisi. Comment tu l'as appris? Un coup de fil, là. Je pense que c'est Luc lui-même qui a appelé pour dire... ça marche. Ça marche, puis prépare-toi. Puis tu vas ouvrir le show à tous les soirs, 7 fois par semaine, devant 4000 personnes par soir. Pense à ça, là. Comment ça s'est passé première? Des mois de temps, là. Ouais. 7 fois par semaine, tu as 28 000 personnes par semaine qui te voient. C'est quelque chose. Puis la première fois, j'ai été malade. C'était trop gros. C'était tellement big. Là. J'ai capoté ma vie. Là. Je me suis même évanoui sur scène. Ça, je l'ai raconté souvent. J'étais tellement nerveux que je respirais trop haut. Puis dans le deuxième acte, à un moment donné, j'ai une chanson qui s'appelle Lune qui demande... C'est un exercice vocal assez complexe et qui demande une bonne maîtrise. Et j'ai mal respiré, puis j'ai eu comme une absence. Parce que t'as vu des points blancs, ouais, genre, pis je suis tombé. Puis en tombant, ça m'a choqué. Je me suis relevé. J'ai continué à chanter. Puis après le show, le metteur en scène, il dit « C'était fait là, t'asseoir dans les marches, j'étais pas dans la mise en scène, ça. » J'ai dit « je suis tombé, j'ai perdu connaissance. » Hey, ça a fait c'est une anecdote incroyable, cette histoire-là, mais c'est une anecdote toujours savoureuse à raconter parce que les gens ne se rendent pas compte du niveau de stress qui était associé à cette œuvre-là à l'époque. Et moi, j'étais la première personne que tout le monde voyait. Moi, j'arrivais en dessous de la scène, j'avais des marches, puis je montais, j'étais de dos au public, puis là, je me retournais. Puis là, les gens, ils voyaient Bruno. Le poète Gringoire. Là. Puis là, c'est une histoire qui a pour lieu, puis je te marrais. Mon gars, là, quand t'es en dessous des marches, là, t'es en dessous du stage, puis là, c'est le temps d'y aller, t'entends la musique, là, puis là, tu montes les marches, puis t'es tout seul, là, t'es tout seul au monde, là. C'est difficile à décrire, mais en fait, j'ai plus envie de vivre ça maintenant. Plus maintenant. Ouais, hein? C'est trop gros comme charge de stress, puis j'essaie de plus vivre ça, là. J'essaie de plus me mettre dans des conditions comme ça maintenant. Moi, j'avais un show à Québec, ça m'a fait un peu cette affaire-là. C'était quoi? Explique-moi. Tu sais, c'est ça, c'était gros pour moi, c'était l'Impérial Belle de Québec. Puis, j'étais tellement content d'être là. Puis, à l'Impérial? Ouais. C'était une belle place. Sacrément, oui. Puis, je voulais, faire sûr que le monde aille tellement de belles soirées, puis que moi, je me plante pas dans mes mots, puis tout aille bien, puis je me souviens. Dans le fond, c'est qu'il y a un exercice de respiration, il faut que je fasse comme... Tu sais, dans la blague, c'est je fais comme... Puis faut que je le fasse beaucoup, tu sais. Puis à un moment donné, je suis venu à avoir des points blancs, puis là, j'ai stressé. Puis là, j'ai fait, oh my God, je veux partir sur scène. Je veux plus être là. Mais non, il y a du monde qui sont là. Faut que je fasse le show. Puis là, je me suis mis à paniquer. Puis à partir de tout le restant du spectacle, je me suis senti un peu de même avec comme une double personne qui me regarde dans la tête, tu sais. Fait que... Les gens imaginent pas à quel point on se parle dans notre tête pendant qu'on est en train de performer pour eux. Pendant qu'on est devant eux en train de performer, il y a millions d'affaires qui nous passent par la tête. Tu sais. Genre, moi, ça va être genre, fuck, j'ai pas assez respiré, je serais pas capable de pogner telle note. Si, ça, il y a plein d'affaires. Là, il faut que tu te repartes. C'est comme s'il y avait une troisième personne qui s'adresse aux deux. C'est ça. Puis là, qui est comme, mais tu vois ce que tu as vécu. Moi, c'est pour ça que je dis les artistes, quand on monte sur scène, peu importe qu'on soit un cabochon, un pas bon, un extraordinaire, un whatever, dans n'importe quelle sphère,
on fait un acte de courage à chaque fois. C'est très courageux de monter devant 500, 1000, 2000 personnes, d'aller s'exposer, parce que la seconde que tu mets le pied sur la scène, t'as 1000 regards en même temps qui te regardent puis qui jugent tout de suite. Ouais. Ils n'aiment pas comment t'es habillé, ou ils aiment comment t'es habillé. Comment ça qui est rendu avec une barbe, Bruno? Genre, je te regarde avec ta barbe. Je veux dire, moi, mettons, je me laisse pousser une barbe. Si il est rendu avec une barbe, ça il fait pas bien. Il y a tout ça là qui est dans la tête des spectateurs. Puis toi, là, il faut que tu sois plus fort que ça. Il faut que tu arrives derrière le micro et tu fasses comme, c'est moi qui drive. C'est moi le conducteur à soir. C'est un acte de courage de faire ça. Puis c'est ça qui fait qu'on est nerveux puis qu'on a peur de décevoir. Mais on y va pareil. Puis on passe à travers nos petits points blancs, puis nos voix qui nous parlent, puis on finit qu'on passe à travers, puis on a hâte au lendemain de le refaire. Ouais. C'est ça. Puis là, ça a été ta première fois sur scène. Ça a pris combien de temps avant que tu te sentes comme à l'aise? Est-ce que ça a tout le temps resté? Tu parles pour Notre-Dame de Paris? Oui, ça a été une vingtaine de shows, là, à tout bien posséder le personnage, puis à arrêter de capoter avec le fait que j'avais 4000 personnes à chaque fois devant en face. Là. Ouais. Puis à un moment donné, c'est quasiment plate à dire, mais tu t'habitues. T'as 4000 personnes en délire, toi et toi. Ils se lèvent, tu sais où ils vont se lever, tu sais les réactions que ça va engendrer, parce que le show marche tellement que ça marche. Tu dis, à telle place, t'as un showstopper. Puis à telle autre place, ils vont être debout puis ils vont chanter avec moi. Puis à telle autre place, bon. Fait qu'à un moment donné, tu le sais, fait que comme n'importe quoi, tu t'habitues. Et quand tu es rendu que tu t'habitues trop, ben là, t'es plus challengé. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai fait des projets, j'ai fait 8 comédies musicales dans ma vie. Chaque fois que j'ai fait des projets de comédie musicale, j'avais toujours un autre projet qui était sur le back burner en arrière. Pour que quand je commençais à me sentir après 40, 50 spectacles, je commençais à sentir une espèce d'accoutumance. Je commençais à développer un autre show. Fait que l'année passée, j'étais à Paris sur un show qui s'appelle Al Capone. Puis au bout d'une trentaine de spectacles, j'ai commencé à travailler sur la tournée que je suis en train de faire en ce moment. J'ai commencé à l'écrire parce que moi, j'écris mes scénarios, comme toi, là, tu dois faire. Moi, j'écris tout mon show. Je fais pas juste une suite de tunes. J'ai des histoires que je raconte. Il y a des mises en scène, il y a des chorégraphies. L'éclairage est tout pensé. Fait que moi, je prépare ça longtemps d'avance, mes spectacles. Fait que j'étais là-bas, puis au bout de 30-35 spectacles, je commençais à... Tu sais, tu es comme sur un cruise. Puis quand je commence à sentir cet état-là, à 6 heures, je vais arriver à là, je vais aller me faire maquiller, je vais mettre mon costume à telle heure, je monte à 8h05 sur scène, à 11h30, je vais être dehors, je vais retourner à l'appartement. Tu sais, j'étais dans ce beat-là à Paris. À un moment donné, je fais comme, OK, il faut que je développe un autre projet. Mais j'ai toujours fait ça. Toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai eu comme 2 carrières. Une en comédie musicale, théâtre musical, puis une en carrière solo de chanteur. Puis ma carrière de solo, de chanteur, elle n'a jamais été mise de côté, puisqu'à chaque fois que je faisais du musical, quand je commençais à tomber sur le côté un peu habitué, accoutumé, pas pilote automatique, mais tu sais, genre, tu sais où tu t'en vas, puis ça va être de même, puis c'est tout le temps les mêmes heures, puis c'est là, ben je développais un autre projet en parallèle. Fait que là, je sortais de la comédie musicale tôt ou tard, qu'elle soit finie ou pas, je sortais, puis j'embarquais sur un projet solo. J'ai fait ça toute ma vie, en alternance. Puis je viens encore de le faire, là, pas plus tard qu'entre l'année passée puis maintenant. Tout à l'heure, tu sais, quand on parlait du stress, ça me fait penser aussi. Est-ce que tu étais autant stressé à la première à Montréal, tu sais, au Québec? Oui. Tu sais, parce que là, tu présentes, oui, à Paris, mais là, tu sais, c'est chez vous, devant ton monde. Aussi stressé, en même temps, veut pas, le succès donne une confiance. Ouais. Ça avait tellement marché, puis les gens n'entendaient tellement parler au Québec que tout le monde était juste out de voir le show. Fait que tu sais qu'il y a déjà quasiment une partie de l'audience qui est gagnée. Tu sais, que le monde a... Puis là, ils connaissent les tunes en plus, parce que toi, tu joues pendant... Ils t'ont entendu, là, les cathédrales, toutes, ils l'ont entendu 1000 fois. Là, fait que t'arrives, t'as déjà un hit. En partant, tu commences avec un hit, le show. Tu sais, c'est comme... Les gens, ils sont déjà gagnés, tu sais. Mais ça peut te rajouter une pression de plus. Mais voilà. Après, là, ça devient une anxiété qui est très personnelle. C'est-à-dire, je veux pas décevoir, encore une fois. Mais c'est ça la différence de nervosité entre la première à Paris et la première à Montréal. Pour moi, ça a été ça. Puis, t'as-tu m'amené tanné de la chanter, la chanson des cathédrales? Non. Encore aujourd'hui, je la fais encore dans mes shows. Parce que, parce que
c'est un cadeau. Il faut prendre ça comme... Il y en a pas beaucoup des... Je suis quelqu'un qui est extrêmement chanceux, privilégié d'avoir la chance d'avoir un hit international. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Mm-hmm. Je veux pas me vanter, mais le temps des cathédrales est écouté partout dans le monde. Mais moi, je peux aller en vacances n'importe où, personne ne sait que c'est moi. Ça, c'est cool. Mais tu sais, j'ai des fans qui sont en Thaïlande, au Mexique, au Brésil, partout ils m'écrivent. Je vois mes logs d'Internet, je vois les Spotify, Apple de ce monde, je vois l'argent. Le peu d'argent, mais le nombre de milliers de logs que je reçois qui vient du Japon, de partout. Il y a des fans partout qui écoutent les tunes, dont le temps des cathédrales. Même si ça rapporte pas beaucoup d'argent, ça te donne une idée de où tu joues. Et donc, il faut que tu aies le respect de ça. Tu montes sur scène, il faut que tu dises merci aux gens, parce que c'est à cause de ça que tu mets du pain, du beurre sur tes toasts, puis que tu as eu la chance, de la même façon que j'ai remercié Luc Plamondon à toutes mes shows, ben tu remercies le public en leur chantant. Parce qu'ils sont contents. Ils se demandent si tu vas la faire. Oui. Fait que quand t'as part, ils sont contents. Même si toi, tu peux être un peu tanné de la chanter, c'est un cadeau que tu as eu dans ta vie. C'est à cause de ça que tu as une belle vie aujourd'hui. Puis tout ce que le monde veut, c'est que tu le chantes. Fait qu'il y a des artistes qui décident de plus faire certaines chansons. Moi, je peux pas prétendre d'avoir la prétention de enlever le temps des cathédrales de mon répertoire. C'est comme si elle appartenait autant au monde, parce que... J'aime ça que tu dises ça. Tu sais, moi, j'ai grandi avec ça. Ouais. Mon père chantait ça, oui. tu sais. Tout le monde l'a chanté dans la douche. Il n'arrêtait pas de chanter, tu sais, quasiment, il dit « Ta femme, tu... » Oh! Puis il se donnait raide. Tout le monde. Mais c'est ça qui est le fun dans le show, c'est que je leur dis, d'ailleurs, des fois, OK, pour toutes les fois, vous l'avez essayé dans la douche, là, chantez-la donc dans une vraie salle de spectacle. Là, le monde rigole, et tout le monde y va, tu sais. Ça devient un classique, qu'on appelle. Ça devient un classique. Puis, si tu fais ton show et tu chantes pas ton classique, c'est je suis tanné, je la chante plus. C'est un peu manquer de respect envers le public, je trouve. Mais je te dirais pas que je la chante avec la même... tu sais, que je suis content tous les soirs de chanter le temps des cathédrales de la même façon que la première fois que je la chantais. Je veux dire, je dois être rendu à 5000 fois que je la chante. Là, mais ça reste que ce qui me fait toujours plaisir, c'est la réaction des gens. Je me dis, Colin, que je suis chanceux, tu sais, puis ils chantent avec moi. Puis La Manique, c'est pareil. Miserere, c'est pareil. Quoique Miserere, c'est en italien, fait qu'ils chantent pas. Le monde m'écoute, là, mais c'est ça, c'est un sacré cadeau de la vie quand t'as la chance d'avoir une chanson qui a fait le tour de la planète puis que tout le monde veut entendre avec toi. Boude pas ton plaisir non plus. Tu sais. Ben, même la toune M, là. Sacre. Hey, ça a été populaire, ça aussi. Ça a été le deuxième hit après Miserere. Puis je commence le show avec ça, avec Miserere puis M. Puis le monde, tout de suite, ils capotent, ils sont contents. C'est sûr qu'un jeune de 20 ans, il saura pas, mais les gens, ma crowd est pas mal 45, 50 et plus, là. Tu sais, on se comptera pas les menteries. Et donc, le fait aussi que j'ai fait beaucoup de chants de comédie musicale puis de chansons lyriques, j'ai travaillé avec des orchestres symphoniques, des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup d'albums symphoniques puis tout. Il y a une crowd qui est plus vieille aussi, qui aime ça, des chanteurs à voix avec des belles mélodies. Donc, moi, j'ai un public qui est un peu partagé. Dans mes salles, je le vois, j'ai une majorité de têtes blanches ou de gens grisonnants, puis quelques jeunes qui sont soit des amateurs de comédie musicale, soit des jeunes qui étudient en musique ou en chant, ou qui accompagnent leurs parents parce qu'ils leur ont fait plaisir, puis qui finalement ils viennent me voir après le show puis ils me disent « Hey, c'était vraiment bon, on s'attendait pas à ça. » Puis c'est ça, j'ai trouvé mon compte là-dedans. Tu sais, je commence à avoir un public quasiment Tintin, là, 7,77 là, avec les années. Mais la nouvelle tournée est assez rock. Ça brasse. On est 10 sur scène puis ça brasse. Fait que des fois, je vois que les têtes blanches, les oreilles leur frisent un peu, mais ils prennent. Ouais. Ils prennent. Ça compense avec le temps des cathédrales. OK, il va y faire, fait que c'est correct. Tu sais que je fais même une joke à cette heure. Dès le début du show, je dis au monde, s'il y en a un qui me shoot le temps des cathédrales, tu sais, t'as tout le temps un moron dans une salle. Là. Le temps des cathédrales! Fait que là, je suis rendu que je fais une joke avec ça. S'il y en a un dans la salle qui me la shoot, je la fais pas.
Parce que je vais en faire asseoir quelque part, là, le monde crie, tu sais. Mais je vous dis pas quand, mais qu'il n'aille pas un qui m'attende. Puis là, le monde rigole, tu sais. En même temps, c'est une belle façon de le désamorcer, parce que c'est vrai que c'est gossant. Ah oui. OK. Puis, fait que là, pourquoi t'as décidé de quitter Notre-Dame de Paris? Comment que ça s'est passé? Écoute, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 20 ans. Mais c'est là que tu vois que c'est un succès tellement puissant qu'il y a plein de monde qui pense que je suis encore dans Notre-Dame de Paris. Puis je leur dis, ben non, ça fait 20 ans, je suis plus là. Moi, j'ai continué ma carrière. Parce que pour les raisons que je t'ai nommées tantôt, j'ai ma carrière solo, puis j'avais d'autres projets d'albums, puis j'ai continué à faire... je suis retourné faire du Bruno après, parce que je veux pas être confiné trop longtemps dans un projet, je suis pas bien. Mais est-ce que tu as pensé, genre, est-ce que tu as hésité à le faire de... Tu sais, je devrais-tu... je veux faire autre chose, mais en même temps, j'ai peur de passer à côté du bateau. Tu veux dire de sortir de Notre-Dame? Si j'ai hésité à sortir? Non, j'ai pas hésité une seconde. Non, parce que l'espèce de fonctionnariat qui s'installe... Mais tu peux décider, moi j'ai des amis qui sont restés des années de temps sur le show, puis ils ont payé leur maison avec ça, puis ils se sont fait un fonds de retraite. Puis à un moment donné, tu deviens un fonctionnaire de la comédie musicale. Et moi, j'étais pas prêt à ça. J'étais pas là-dedans. J'avais trop d'autres projets en tête, puis j'étais allé faire mes autres projets. OK. Puis c'est ça, Notre-Dame de Paris t'a amené à faire des shows tout partout dans le monde. Ouais. Puis, mais comment t'expliques un succès comme à Moscou? Ben, c'est parce que les comédies musicales, celles de Luc, puis en tout cas de Notre-Dame de Paris, ça a été tellement gros que ça a eu une résonance en dehors des pays francophones. On va appeler ça des pays francophiles. C'est-à-dire que tous les pays où la langue française est aimée et est enseignée dans des écoles, Notre-Dame de Paris a trouvé un public dans ces pays-là. Donc, Notre-Dame de Paris est très fort en Corée, exemple. Est très fort en Thaïlande, à Taïwan. Est très fort en Russie, en Ukraine. Très fort dans tous les pays francophones standards, là, Suisse, Belgique, France, tout ça, évidemment. Mais l'Afrique, Mexique, Brésil, il y a du monde de partout dans le monde qui écoute Notre-Dame de Paris. C'est devenu un peu comme Les Misérables ou Cats ou Le Fantôme de l'Opéra. Ce sont des grandes comédies musicales qui sont connues pour les gens qui aiment la comédie musicale. C'est connu partout dans le monde. Et Notre-Dame de Paris a réussi cet exploit-là de traverser la frontière juste francophone. Fait que moi, j'ai des gens qui m'écrivent de Los Angeles, qui me disent « J'apprends le français, puis notre professeur, les premières choses qu'ils m'ont fait découvrir, c'est votre voix avec Le Temps des cathédrales. » Puis ça, c'est le courriel que je reçois le plus souvent du monde de d'autres pays qui me disent « J'ai appris le français grâce à vous. » Grâce à Notre-Dame de Paris, en fait, mais j'ai découvert votre voix par Notre-Dame de Paris, puis là, je suis votre carrière maintenant. Ben, c'est ça a outrepassé Notre-Dame de Paris. C'est ta carrière. Ouais. Puis là, maintenant... C'est promené. Là, je vais y aller moins. Je vais en faire moins, parce que ça me tente moins. Mais je suis allé jouer un peu partout dans le monde. Puis à chaque fois, j'étais allé au Liban, puis à chaque fois, j'étais comme, il n'y aura personne, il n'y aura pas un chat. Il va y avoir 100 personnes dans une salle de 1500, genre. Puis non, c'était sold out. 3 soirs. J'étais comme, voyons donc. Puis là, j'arrivais à l'aéroport. Puis là, il y avait des comités de fans qui m'attendaient. Puis ça, j'ai des témoins de ça. J'avais ma blonde de l'époque, j'avais mes musiciens, j'avais mon gérant, Paul, dont on a parlé tantôt. Ces gens-là étaient témoins de tout ça avec moi. Là. Je suis pas tout seul à avoir fabulé ça. Là. Je veux dire, on a vécu des affaires incroyables dans d'autres pays. Puis là, tu te dis, mais ils connaissent mes tunes. Les autres, ils te voyaient comme une multistar. Ils te traitent quasiment comme Michael Jackson. Là. Puis d'ailleurs, ça en est troublant parce que quand tu reviens chez toi après, t'as pas ce traitement-là. Tu reviens dans ton star system québécois où t'es un peu pris pour acquis. Puis là, tu te dis, mais ils n'ont pas conscience de c'est quoi ailleurs. Là. Tu sais, comment il y a un respect. Puis... Fait qu'écoute, il y a une espèce de tu te promènes entre deux émotions là, quand tu vis ça. Mais moi, je ramène toujours ça au cadeau de la vie. Là. Tu sais, c'est comme, hey, moi, on je suis chanceux, là, je suis reconnaissant. Regarde. Wow. Tu sais, moi, je dis tout le temps la blague, mon plus grand rêve dans la vie, quand le monde me demande ça, ça a été quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve dans la vie, là, quand j'étais jeune, là, c'était de jouer du drum sur le stage de la Polyvalente.
C'était ça mon rêve. Ouais, fait que t'as comme genre outrepassé ça. Tu sais, le monde, là, quand ils me disent... Tu sais, moi, j'étais pas le genre de gars, un jour, je serai un artiste, je chanterai sur toutes les scènes du monde. Jamais. J'étais pas là pantoute, moi. Moi, c'était bien basic. Je peux-tu jouer avec mon band sur le stage de la Polyvalente avec une couple d'étudiants qui nous écoutent? Puis moi, j'étais heureux, là. Fait que tout ce qui est arrivé après... Tout du gravy. C'est tout du Juste du gravy. Mais ça a-tu été compliqué de te faire jouer à l'international un peu partout de même? Ben, en fait, c'est que c'est les demandes qui sont venues. C'est pas nous qui avons poussé pour aller ailleurs. Tu sais, c'est comme... Il y avait des producteurs de d'autres pays. Encore dernièrement, j'ai un producteur turc, en Turquie, qui m'a contacté. Puis là, on a commencé à négocier, puis finalement, c'est tombé à l'eau. Mais... ça vient d'ailleurs. Puis là, ils te contactent, puis là, tu vois si c'est possible. Puis toi, ta job avec ton manager, c'est de voir si tu crédible, ce monde-là. C'est-tu du monde qui font des vrais tours? Ouais. Puis là, des fois, ils te disent « Ah, on a déjà fait venir Garou, puis il y a Patricia Cass qui a joué. » Fait que toi, tu peux aller jaser avec d'autres artistes ou leur organisation, puis dire « Puis ce producteur-là, comment il est? » Puis tout. Fais-tu du sens? Puis là, tu te fais conseiller. Fait que c'est un peu de même, moi, que c'est arrivé. C'est comme ça, simplement. Puis c'est ça, aller jouer à Moscou. Non, mais écoute, comment t'as vu ça la première fois? Ben, j'avais la chienne. Parce qu'on a dans la tête un peuple froid, un peu fermé comme ça. Tu sais. Dans ma tête, c'était ça. Ouais. Ça allait être tough. Ah! Ouais. Ça a été l'inverse. Ça a été une chaleur humaine. On s'attendait tellement pas à ça. Le stage bourré de fleurs. À chaque tune, t'amènes un bouquet de fleurs là, qui vaut 650$. Là. Ah ouais. Il y a quelqu'un dans la salle qui vient de porter des fleurs à chaque tune. À un moment donné, le show, il dure 3 heures juste à cause de ça. Puis tu prends les fleurs, puis c'est un respect, puis c'est dans les plus belles expériences de ma vie. Puis en plus, hormis tout ce qu'on voit en ce moment, par rapport à la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues. C'est le régime qui est en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Mais les Russes comme tels, moi, mes fans russes, je veux dire, toute ma vie, je vais garder le souvenir dans les plus belles expériences de ma vie sur scène. Ça a été avec eux, avec les Ukrainiens aussi. Ben oui, c'est ça, parce que moi, je faisais les deux. Chaque fois que j'y ouais. allais, j'allais à Kiev, j'allais à Moscou, j'allais à Saint-Pétersbourg. Je suis même allé à Novosibirsk. T'es au bord de la Sibérie, là. T'es vraiment loin, là. Tu dis, il n'y aura pas un chat, la salle est pleine. Tu fais comme, ben, voyons donc. Qu'est-ce qu'il doit faire frette là-bas? Il faisait frette. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vis des affaires, tu y crois pas, tu te pinces, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Même affaire, j'ai fait 2 shows en Corée du Sud, à Séoul. 2 fois dans la même journée, 2000 personnes. 4000 personnes qui sont venues écouter mon show. Je faisais 2 shows dans la même journée. Un show d'après-midi, un show le soir. Là, je me disais, ben non, ça se peut pas, là. Tu sais, il y aura pas... Ben oui, c'était plein. Là, tu fais, comment ça se fait? C'est dur à croire, en fait. C'est comme dur à croire, mais en même temps, tu reviens au Québec après. Puis là, t'as des journalistes qui veulent même pas te parler quand tu sors un nouvel album, ou tu te fais un peu chier dessus, ou il y a du snobisme ou whatever. Puis là, tu fais, c'est parce que fuck, man, il y a quelque chose qui marche pas, oui, là. C'est tellement absurde. Puis genre, toi, faut que tu essayes de pas mal le prendre. Ouais, puis faut de que faire tu balances ça. Hey man, c'est correct, c'est un peu... Ben moi, je me dis, au moins, je vis ça. Je vis ouais. autre chose, puis j'ai des témoins. J'ai du monde qui sont avec moi. Je suis pas tout seul à être dans une bulle. Le monde va penser que je le fabule quelque chose. T'as toute ton band, ton équipe technique qui est avec toi, puis qui capote. Là, qui font comme... Puis là, évidemment, quand t'es là-bas, t'organises des tours. Tu prends un traducteur, puis tu dis, fais-nous faire le tour de la ville, puis parle-nous de l'histoire de Moscou, puis de... Ben oui! Ah, c'est génial, man. On a vécu des choses. Kiev, c'était pareil. C'était... Puis moi, je me forçais pour leur parler dans leur langue. Je prenais des cours avant d'y aller. Fait que j'avais mes feuilles, puis je parlais leur langue entre les tunes. Parce qu'ils capotaient. Puis eux autres, ils se forcent pour essayer de comprendre le français pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Fait que c'est des expériences. Moi, ce que je ramène ça à l'humain, c'est humainement extraordinaire. Puis aujourd'hui, c'est une catastrophe humaine, ce que je vois, de la destruction de l'Ukraine, puis tout. Puis Poutine, ce qu'il fait...
à son peuple aussi, parce que faut pas être dupe, là. Le peuple est pris en otage d'une certaine façon. Tu peux pas t'opposer. Là. Si tu t'opposes, moi, ça m'a fait rire quand on a eu la pandémie puis qu'ils sont tous allés manifester à Ottawa puis qu'ils disaient qu'on vivait sous une dictature. Dans leur jacuzzi, à bloquer le centre-ville pendant des semaines, je me disais, man, que tu sais pas c'est quoi une dictature. Tu peux pas dire ça. Une dictature, tu restes pas là 2 heures, là, tu te fais sortir de là coup de pied dans le cul puis mettre en prison, là, tu sais. Fait que... T'as-tu vu des affaires, toi, quand t'étais là-bas? Non. Ou entendu des affaires? Non, moi, c'était super peace. C'était full cool. C'était juste bon enfant, smooth. C'était comme nous autres. Tu sais, je veux dire, moi, je me promenais dans la ville le jour, puis je voyais des parents aller porter leurs enfants à la garderie. Du monde qui arrête à l'équivalent d'un Starbucks, mais... russe, puis qui prennent le café avec le nez dans le téléphone, comme nous autres. Le russe-boc. Tu sais, je veux dire... Mais tu sais, c'est ça. Moi, je ramène ça à l'humain, puis fondamentalement, tout être humain, tout ce qu'il veut, c'est la paix. C'est pouvoir faire vivre sa famille, avoir du bon temps. Tu sais, tout être humain, c'est ça qu'il veut. Que tu sois en Afrique, que tu sois au Québec, que tu sois n'importe où, c'est ça que tu veux. Mais après, il arrive les conflits qui arrivent, qu'on voit partout, puis après, ça devient catastrophique. T'sais. Mais là, tout à l'heure, t'as dit de quoi que j'ai comme pas trop catché? C'est quoi, il y a des fois des journalistes qui veulent pas te recevoir en entrevue? Oui. Qu'est-ce que t'es content, Chris, d'avoir Bruno Pelletier en entrevue? Il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Tu lances un album, puis tu te ramasses que tu vois 3 Kodak de télé communautaire, puis aucune des gros diffuseurs, puis tu te dis, bon, ben, je suis fini. T'sais. Mais voyons, pour vrai? Oui. Il y a des idées de même qui te passent par la tête. V'là longtemps ou... Non, pas si longtemps que ça. Puis là, en ce moment, c'est l'inverse. Fait que, tu sais... Ah, puis là, ils veulent tout t'avoir. Ouais. Ben, tout. Non, mais en tout cas, là, c'est pas mal... Ouais. Tu sais, il y a un beau buzz en ce moment. Fait que, tu sais... Mais voyons, quoi. Faut essayer de... Excuse-moi. Il faut vraiment essayer de relativiser tout ça. Ouais. D'être pas trop... Aujourd'hui, c'est ma fête. Puis je suis comme genre tellement content d'avoir Bruno Pelletier. Puis inquiète-toi pas, c'est pas parce que là, c'est le buzz, mais c'est parce que je suis juste crissement content. Là, moi, ça me fait plaisir d'être là avec toi, Jer, parce que en fait, je te connaissais pas, puis c'est mon agent qui m'a dit « Ah, je l'ai écouté une couple de fois, vas-y, il est bien sympathique, c'est bien correct. » Fait que voilà, me voilà. Mais ça m'est arrivé de me faire snobber. C'est comme ça, c'est quoi, si toi, t'as du succès ailleurs, des fois, on le laisse faire lui. Il y a quelque chose de spécial, c'est 2 choses. Le succès, pour bien du monde, ça peut être suspicieux. C'est comme s'il y a quelque chose qui marche pas. Là. Si t'as trop de succès, t'as fait de quoi de pas correct. C'est comme faire de l'argent. Faire de l'argent aussi, c'est la même affaire. Au Québec, là, on a la mentalité bien judéo-chrétienne développée. Fait qu'il y a toujours de quoi, là, des fois. Fait que, il y a simplement des choix éditoriaux, souvent, genre, on l'a couvert la dernière tournée, là, on a d'autres mondes à voir, on ira pas. Tu sais, ça va être simple de même, là. C'est pas nécessairement contre toi. Mais tu sais, la fois que je me suis ramassé avec 3 Kodak de radio communautaire, puis aucun des gros diffuseurs, j'ai eu vraiment l'impression que c'était fini mon affaire. J'étais plus intéressant pour 2 cents, tu sais. Fait que quand je te parlais tantôt qu'une carrière, quand ça dure longtemps, tu passes par toutes sortes d'étapes. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais là, c'est plus ça, là, en ce moment. Fait que tant mieux pour moi. Puis mon équipe, j'oublie jamais de dire mon équipe parce que, c'est, comme je t'ai dit, on gagne pas la Coupe Stanley tout seul. Puis, c'est ça, parce que tu dis ça, puis ça me fait penser, tu sais, des fois, je me demande, est-ce qu'il y a eu ça, justement, le fait que toi, tu as du succès ailleurs au Québec, qu'il y en a qui fait comme, pas comme il trouve comme un traître, mais qui fait comme, ouais, tu sais, il y a du succès ailleurs ou... J'ai plutôt senti, moi, de la fierté. Que les gens étaient fiers. J'ai jamais senti que... Moi, ça a toujours été clair que j'allais vivre au Québec, tu sais. Puis j'ai toujours dit dans mes entrevues que j'avais eu un choix à faire à un moment donné pour que ma carrière explose vraiment en Europe. Il fallait que je sois plus présent, puis j'avais choisi le contraire, d'être plus présent au Québec. Et donc, je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai jamais eu l'impression que les gens m'avaient comme boudé parce que j'avais été plus longtemps ou souvent en Europe. J'ai plutôt senti de la fierté
Peut-être aussi parce que dans ma façon d'être, là, je suis full keb, puis je reste très keb, même très nationaliste, très... Moi, j'ai voté 2 fois oui. Là, t'es-tu un indépendantiste? Ouais. Moi, j'ai rêvé de ça longtemps. Là, aujourd'hui, je ne suis plus trop. J'adore Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon. Je sais pas si on va finir par trouver le chemin un jour, mais je sais pas si c'est ça, mais j'ai tout le temps fait sentir à travers mes entrevues que j'étais fier de transporter ma culture ailleurs. Je suis dans d'autres pays qui parlent pas notre langue, puis je chante du Vigneault, puis je chante du Georges Dard, puis je chante du Bruno, puis je chante... J'ai rayonné le Québec. Fait que, pour moi, c'est comme... J'ai eu un choix à faire à un moment donné, j'ai choisi le Québec, je l'ai toujours dit, fait que j'ai jamais senti que parce que j'allais jouer ailleurs, que c'est comme si je trahissais quelque chose chez nous, tu sais. Pas vraiment. 2026, on va l'avoir, 3e référendum. Oui, j'y crois en tabarnak. Écoute, à suivre. On verra. 2026, mon Bruno. 2026. Il faut d'abord qu'il y ait une équipe qui gagne avec l'option que ça se fasse. Fait que il y a bien des Québécois qui sont encore... Mais moi, quand je regarde comment le reste du Canada nous traite souvent, et par moment et souvent... Puis à quel point de plus en plus ils tombent dans nos champs de compétences, puis qu'on est là, puis on essaie de japper, puis il se passe pas grand-chose. Il n'y a rien qui se passe. Puis dernièrement, M. Mulroney qui est décédé, ça nous remettait en lumière à quel point il avait essayé de faire en sorte que le Québec fasse partie du Canada dans la joie et l'honneur et la dignité, puis que ça s'est pas passé vraiment de même. Moi, je continue à croire que on a été pissou, mais on a tellement passé proche. T'sais. La deuxième, là, on a tellement passé proche. Mais bon, ça reste que je suis un Québécois, très, très Québécois. Quand j'arrive dans un autre pays, on me dit French Canadian, ou je sais pas trop, mais je dis tout le temps, non, I'm a Québécois, Québécois. Je prends puis là, des fois, il y en a qui font, oh yes, it's true. Quand c'est en anglais, quand c'est en français, ou peu importe, les Français, des fois, ils vont me dire, alors, on a un Canadien français. Non, on dit plus ça. Un Québécois. Ouais. Là, moi, je me gêne jamais. Je m'identifie pas en fucking Canadien. Mais le pire, c'est que je suis allé me promener dans le reste du Canada. C'est un super beau pays. C'est pas ça, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. C'est juste qu'on a une identité tellement propre, de moins en moins, malheureusement. Je dois avouer que ça se dilue beaucoup avec tout le phénomène Internet depuis les 20 dernières années. Il y a beaucoup de kids qui n'en ont que pour la culture internationale anglo-saxonne et américaine, et ça me déçoit. Puis en même temps, bon, on verra bien ce qui va arriver, mais ça reste que on est un îlot dans 350 millions de personnes, là, Canada, États-Unis inclus. Puis moi, j'ai toujours considéré qu'on n'avait pas moins de valeur que d'autres pays qui sont à peu près équivalents à nous. Pour être capable d'avoir en main notre destinée, mais il y a eu tellement d'épouvantails puis de crosses qui ont été faites à l'époque des commandites puis tout le kit qui a fait qu'il y a plein de monde qui ont eu peur puis qui n'ont pas voté. Puis s'il y avait un momentum, tu sais, il y a eu un momentum. Et aujourd'hui, la politique est très basse. C'est très... Tu sais, quand je regarde l'époque des Jacques Parizeau de l'époque, de Lucien Bouchard, M. Mulroney, Robert Bourassa, Trudeau, Pierre Elliott Père, René Lévesque, évidemment, Bernard Landry, c'était tous des gens d'une grande culture, c'était tous des gens qui avaient du verbe, c'était tous des gens qui se battaient pour leurs idées d'une façon tellement intellectuellement intéressante comparée à ce qu'on voit aujourd'hui, où ça joue bas. Depuis l'ère Trump, on a libéré une parole misogyne, rétrograde, bully, et il y a un montée d'un courant d'alternative droite partout dans le monde, puis on le vit au Canada. Et moi, cette façon-là de faire de la politique me dégoûte parce qu'on nous prend toutes pour des caves de pas voir le jeu qui est en arrière. Mais le pire, c'est que ça marche. Donc, ça me décourage un peu. Donc, j'aimerais ça avoir le même optimisme que toi. Mais c'est pas que j'y crois plus. Je reste un Québécois très, très pro-Québec, là, très fondamentalement. Je parle toujours du Québec comme mon pays. C'est ça. Quand je parle ailleurs, là, dans le monde, à d'autres mondes, je parle de mon pays, c'est le Québec.
Je ne parle pas du Canada, mais j'ai rien contre le Canada. C'est un super beau pays. C'est juste qu'on est très unique, ce qu'on est ici. Ouais. Et je pense, malheureusement, qu'on n'en est pas assez conscient. Et tantôt, je te parlais des manifestations à Ottawa, puis que le monde parlait des dictatures à travers leur chapeau. De la même façon, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'unicité qu'on a et qu'elle est importante, elle est vibrante, elle est tellement riche, mais on la prend tellement pour acquis que c'est comme il n'y a rien de grave, puis on la défend pas tant que ça. Ouais. Malheureusement. C'est vrai. Avec un méchant speech que je te fais là, hein, sur, c'est correct, c'est toi qui m'as lancé encore une fois sur le Québec et le référendum. Ben oui. Je savais pas. Tu vois, je savais même pas que toi aussi t'étais... 2026, mon Bruno. T'as quel âge, toi, Jer? J'ai 33 ans aujourd'hui. T'as l'âge de mon gars. Ça veut dire que t'es un jeune souverainiste. Ouais. C'est le fun. Je suis content d'en rencontrer un, parce que j'en rencontre pas souvent. Ah, ben moi, c'est pour ça. Tu sais, je suis pas le meilleur, maintenant pour en parler ou en comme débattre ou tu sais, tout mais ça. comme moi. Moi, j'adore juste en parler puis avoir une discussion. Mais tu sais, en débattre sur des plateformes, gars, je vais laisser ça à d'autres plus compétents. Mais ce que je suis capable de faire, c'est de faire des artistes qui en parlent dans une plateforme, tout ça. Parce que je trouve ça important d'en parler. C'est le fun que tu dises ça parce pas que en avoir honte moi, mon époque, c'était Paul Piché, c'était Daniel Boucher, c'était tout ce monde-là qui était très le drapeau dans les airs, let's go. Puis moi, j'étais toujours vu comme... En fait, il y a peu de gens qui savent à quel point je suis keb dans l'âme, mais que je transporte notre culture ailleurs dans d'autres pays, puis que j'en suis fier, puis que je la chante. Tu sais. Je l'ai dit dans des entrevues comme là, je fais bien spontanément, mais je veux dire, j'ai jamais été vu comme un porte-étendard de la cause québécoise, puis c'est pas grave, parce qu'il y en a des bien meilleurs que moi qui le font. Tu sais, je pense à Paul, puis tout ça, c'est bien correct. Mais j'ai toujours eu ça en moi, ça a toujours été là. Voté 2 fois un référendum, tout, ou le oui, puis ça, c'est bien déçu quand ça n'a pas passé. Puis après, la vie continue, puis on fait avec. Mais moi, je continue à suivre ça de proche. Ouais. Puis je suis content de rencontrer un jeune qui a cette cause-là à cœur. Parce que ça veut dire aussi avoir à cœur nos racines, ce qu'on est fondamentalement. Oui, notre histoire. Puis moi, c'est un gros j'aime envers nous et non une haine envers les autres. Exact. T'sais, des fois, il y en a qui font ce genre de... Tu sais, comme un moment donné, j'avais été en tout cas à Nice, là, en France, puis je disais comme, non, moi, j'aime pas ça sortir de chez nous. T'sais, moi, je suis bien chez nous. Puis il fait, ben, c'est quoi? C'est parce que t'haïs les autres? Non, c'est parce que j'aime beaucoup chez nous. Et non le contraire. C'est parce que je dis quelque chose que j'affirme son contraire. C'est intéressant. Non, mais tu sais, des fois, bravo, quelqu'un a... Bravo. Bref, mais en tout cas, je vois le temps avancer, fait que je vais te poser, dans le fond, mes dernières questions, c'est quoi le pire show que tu as fait, celle qui a été le plus mal, puis ton meilleur spectacle? Écoute, des mauvais shows, j'en ai eu des tonnes, puis des bons, j'en ai eu des tonnes. J'ai juste envie de te dire que le show que tu sors, puis que tout a été parfait, là, on appelle ça le moment de grâce. Puis ça arrive pas souvent. Ça arrive très rarement. Où ta voix est parfaite, le son est parfait, le public est parfait, que tout est parfait. Puis c'est ça on aspire à ça, tous les artistes. C'est ça qu'on veut à chaque soir qu'on monte sur scène. Puis ça arrive pas si souvent. Fait que dans le fond, notre quête est continuelle pour toucher à ce moment-là. C'est quasiment comme un fixe, là. Tu sais, les addicts, là, ils ont un fixe, là, ils veulent tout le temps retrouver le premier boss de départ, là. Ben, je trouve que d'avoir le moment de grâce sur scène, quand tu y touches une fois ou deux, tu veux toujours le retrouver. Puis c'est ça qui fait que tu remontes sur scène. Fait que ça, je suis à la recherche de ça tout le temps. J'y touche presque jamais. Puis des pires shows, puis des meilleurs... Écoute, j'ai envie de te dire, j'ai déjà joué dans un club où il y avait des Hells Angels dans les années 80, puis qui se calissaient de moi pas mal, puis que je chantais n'importe quoi, puis il y avait personne qui m'écoutait. C'était comme... Oups, je me sentais pas trop à ma place. Puis dans les meilleurs, ben... on passera pas trop vite sur ça. Comment t'as eu ce show-là? Ben, j'étais dans un bar, j'étais pas encore connu, puis je jouais avec mon band, puis on était dans un bar de rock. Puis là, il y avait plein de motards, puis les gars, ils se calissaient des poils aux cheveux longs qui chantaient là, du rock, là. OK. Puis même que la table de pool était à 3 pieds de moi.
Et il y a un Hells qui faisait sa 8 au coin, mais avec sa baguette, qui s'en venait sur moi quand je chantais, tu sais. Et il prenait aucun soin de faire attention au chanteur en arrière, là. C'était à moi de me tasser avec mon micro, là, et j'ai pas osé rien dire, évidemment. Ouais, c'est ça. J'imagine. Mais non, ça a été dans des shows, c'est mémorable, mais pas dans le bon sens. Sinon, puis en même temps, je repense à ça aujourd'hui, puis je me dis, ces gars-là, ils en ont rien à foutre de nous autres, là. Ils nous auraient pas fait de mal, là, comme tel, là, c'est juste c'était juste que c'était épeurant dans le temps, là. Nous autres, on était des petits culs de 20 ans, là, comme, wow, on voyait les patchs dans le bar, t'as comme, oh man, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis sinon, les meilleurs shows, ben, je les ai vécus ce qu'on a jasé depuis tantôt. Tu sais, dans des pays, au Québec, partout, où quand ça lève d'aplomb, en ce moment, là, ma tournée que je fais en ce moment, je vis dans les plus beaux, dans ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie. Ben, il y a des moments en ce moment que je vis qui sont là, c'est ça. Les salles sont pleines à rebord. J'ai même plus de billets de faveur à donner à des amis. Le monde est en délire. C'est extraordinaire ce que je vis en ce moment. Fait que c'est dans des beaux moments de ma vie, mais comme j'en ai eu d'autres, c'est impossible de mettre le doigt sur juste un. C'est comme impossible. Tu comptes-tu prendre ta retraite à m'emmener? Je pense pas prendre une retraite, je pense lever le pied. C'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'étais un intense. Peut-être tu le vois un peu là, juste dans ma manière de parler. Là, je suis quelqu'un qui est dans tout ce que je fais, je suis all-in. Fait que je pense juste de lever le pied un peu pour vivre un peu plus ma vie de gars qui aime ça faire du vélo, qui aime ça voyager, qui aime ça. Je trouve que toute ma vie a été beaucoup concentrée juste sur travailler. Ouais. Puis il y a des affaires qui ont passé dans le blender, là, à cause de ça, c'est sûr. Mais là, tu sais, à 62 ans cette année, j'ai envie de continuer à chanter tant que la voix reste, puis je suis capable de partager quelque chose avec le public. J'ai encore envie de chanter. Mais comme là, je sais très bien que la tournée que je suis en train de faire, 16 personnes sur la route, la semi-remorque, les vannes, les hôtels. Tu sais, je peux plus faire ça là, pendant encore des années. C'est tough. C'est super dur. Tu dors jamais dans le même lit. Tu manges de la crap sur la route parce que les horaires... tu sais, c'est l'affaire la plus simple que je trouve, c'est quasiment un Subway au thon, là. Je veux dire, tu comprends? Je veux dire, moi, je m'amène une glacière, je traîne des affaires pour essayer de manger le plus clean possible. Sinon, c'est des restaurants tout le temps. C'est pas... je veux dire, c'est une vie qui est tough et qui est exigeante. Et je l'ai tellement faite, tu sais, depuis l'âge de 20 ans. T'sais. Fait que je veux juste lever le pied un peu. Continuer à chanter, mais lever le pied un petit peu. Puis faire des projets qui continuent de me nourrir, de trouver ça le fun, mais de vivre avec ma blonde, faire des voyages, tout. J'arrive là, tranquillement. C'est l'ordre des choses, simplement. Ah ouais, puis tu le mérites aussi. Je pense que oui. Hey, Bruno Pelletier, un gros merci. Bonne merci fête. Beaucoup. Ben, merci. C'est super. Je savais même pas que c'était ta fête. Fait que, je t'aurais apporté quelque chose à avoir su. Mais bon. On aurait viré une tabarnak de brosse. S'il y a de quoi tu veux plugger avant qu'on termine le show, y a-tu de quoi que tu aimerais plugger si le monde veut te voir? Les gens ils ont juste à aller sur mon site. Les dates sont toutes là. Puis, mais là, c'est plein quasiment partout. On annonce des supplémentaires au fur et à mesure. Fait que là, on s'en va jusqu'en 2025, tranquillement. Les gens ont juste à aller voir sur mon site www.brunopelletier.com. Les dates sont là dans le calendrier. Puis c'est la seule affaire majeure que je vais faire là, dans la prochaine année et demie. Là. Ça va être ça. Mais encore une fois, un gros merci, Bruno. C'est super apprécié. Puis un gros merci aussi à procafetière.ca qui commandite le podcast. C'est super apprécié. Voilà. Sinon, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Bruno Pelletier d'être venu sur le podcast. Un gros merci à mes commanditaires, les cafetières Bellucci et procafetière.ca. C'est super apprécié. On n'oublie pas, si on a aimé le podcast, n'oubliez pas, laissez le temps des cathédrales. Écrivez ça dans les commentaires. Ça va m'aider avec les algorithmes. Laissez un petit thumbs up. Cliquez sur s'abonner. Ça m'aide toujours. Ou sinon, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Alain! Yeah! Poum!